Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, on va commencer. Merci d'être venu à ce débat. Et juste avant d'introduire un peu le débat, je vais laisser la parole à Mathieu et à Denis juste avant qu'on commence. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mathieu, je suis un militant d'A2C de l'antenne Paris A2C 20e et de la Marche des Solidarités. Je voudrais juste dire un mot. Je pense que vous êtes tous et toutes au courant que El Hassen Diarra, un résident du foyer des Mûriers, dans le 20e arrondissement, à quelques centaines de mètres d'ici, a été assassiné par la police la semaine dernière, dans la nuit du 14 au 15 janvier, qui a eu un très bel hommage en son honneur organisé par sa famille, par les résidents du foyer, dimanche dernier, où des centaines de personnes sont venues. Et pour dire que, bien sûr, les hommages vont continuer, mais que maintenant, c'est le temps de la riposte, de s'organiser, non seulement pour exiger la vérité et la justice pour El Hassen, mais qu'on n'ait plus à enterrer des frères et des sœurs tués par la police, comme lui, il y a 10 jours maintenant. Et qu'il y a une marche ce dimanche à 14h devant le foyer des Mûriers, rue Fernand-Léger, métro Père-Lachaise, que la famille, les résidents et tous ses proches appellent à venir très nombreux et nombreuses, à nouveau pour lui rendre hommage, mais surtout pour que dans les rues du 20e arrondissement, on fasse beaucoup de bruit. Parce que ces meurtriers, ils sont toujours dans la rue. Là, ce soir, ils sont en train de parader, de contrôler toujours le flingue à la ceinture. Et donc, il faut qu'on fasse du bruit, justement pour que la peur, elle change de camp, pour qu'on se donne les moyens que ces meurtres-là cessent. Donc, il y a une marche dimanche à 14h. Il y a des tracts à la sortie. Pour toutes celles et ceux qui peuvent, prenez-en avant de partir, distribuez-en avant dimanche. Venez dimanche avec de quoi coller, avec de quoi graffer les murs. Il y a une demande de la famille que sur l'ensemble du parcours de la manif, il y ait les murs qui soient recouverts de messages en hommage à El Hassen, en hommage à Naël, à Adama, à Safiatou, Salif et Ilan, à Lamine Dieng, à toutes celles et ceux qui veulent se battre contre le racisme et qu'on se donne les moyens que ça cesse. Voilà, merci pour lui. Et puis, voilà, je vais passer la parole à Denis. Non, c'est un hommage d'un ordre un petit peu différent. Faut avoir dans la tête que les luttes qu'on mène, tout ce dont on discute ce soir, c'est pas des débats qui émergent juste comme ça. C'est des débats qui se sont poursuivis, des luttes qui se sont poursuivies, et qu'il y a des gens qui les ont menées, et que toutes ces personnes qui les ont menées sont importantes, comme toutes les personnes qui sont dans cette salle sont importantes pour réussir à avoir un espoir et pouvoir gagner. Et donc c'est un hommage à une militante et un militant qui nous ont quittés ces derniers jours et qui ont fait partie de nos luttes, qui sont très très importantes et dont je pense qui font partie en réalité dans notre mémoire de notre avenir et de nos luttes qui viennent. C'est Denise Chotard, c'est une camarade, une très ancienne camarade de l'association Droit Devant, association des sans-papiers, qui était très très âgée, qui était encore là le 18 décembre sur la place de la République et qui a fait la manifestation avec nous. Et l'autre personne, c'est Jean-Pierre Bastide, qui était un écrivain, un cinéaste, qui a commencé dans les années 70, qui était aussi militant, que je pense que les gens qui sont sur Montreuil n'ont jamais raté, mais notamment qui a fait partie à des moments où il n'y avait pas beaucoup de monde, où il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde pour ces batailles-là, qui a fait partie des luttes pour les prisonniers, faire sortir les prisonniers politiques en France, et notamment les prisonniers d'Action Directe et Georges Ibrahim Abdallah, et encore une fois à des périodes où il n'y avait pas grand monde pour manifester pour ces causes-là. Donc, grand hommage à ces camarades-là qui sont partis cette semaine. Merci. Eh ben, merci d'avoir commencé par ça. Du coup, donc là, je vais revenir un peu sur le débat de ce soir. Donc, ce soir, donc moi, je fais partie d'A2C. On présente ce débat qu'on a intitulé Fascisation ou danger fasciste. Et donc, pour ça va être un débat entre Saïd, qui est ici, qui est militant du OF8QP, et Vanina, qui fait partie d'A2C. Juste avant de rentrer dans les termes du débat, je voulais faire une très rapide présentation de qui on est
A2C, donc A2C, ça veut dire autonomie de classe. On est une organisation politique révolutionnaire qui existe à l'échelle nationale. On a des antennes, plusieurs antennes à Paris, des antennes en Bretagne, à Marseille, à Toulouse, voilà, et dans d'autres, des camarades dans d'autres villes. C'est une organisation qui regroupe des activistes dans le mouvement, donc on est impliqué dans les cadres, dans des collectifs antiracistes, antifascistes, féministes, dans des syndicats. Et ce qui nous tient ensemble et ce autour de quoi on se retrouve, c'est des boussoles stratégiques communes qui nous permettent de comprendre la situation politique et qui nous aident à intervenir dans le mouvement. Et c'est un peu notre pratique, c'est d'élaborer théoriquement à partir du mouvement, parce que pour nous, il y a la nécessité de faire toujours des allers-retours entre théorie et pratique. On n'a ni envie d'être des révolutionnaires sans révolution qui réfléchissent dans leur coin sans rien construire dans la lutte, ni envie d'être des poulets sans tête qui enchaînent les actions et s'agitent sans savoir où on va. Et donc c'est pour ça qu'on propose des moments comme ça, des débats avec des militants du mouvement, pour se poser des questions dans le mouvement à partir de ce qui pose question et ce qui peut nous permettre d'avancer et de gagner. Voilà un peu pour la présentation d'A2C. Et donc, pour introduire un peu le débat, et après je vais vous laisser la parole. Donc le débat, on l'a appelé fascisation ou danger fasciste. Et donc l'idée, c'est pas de faire un débat sémantique, c'est vraiment un débat stratégique. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir de ça qu'on fait le choix de débattre avec Saïd qui est militant, et pas avec d'autres personnes qui élaborent sur la théorie de la fascisation de manière purement théorique. On pense que c'est un débat qui est essentiel aujourd'hui dans le contexte politique actuel. Pour refaire un petit point sur le contexte politique actuel, on ne compte plus les pays où l'extrême droite est arrivée a pris des gouvernements, ou alors où elle est aux portes du pouvoir. Et on voit partout le durcissement des lois racistes, le durcissement des politiques répressives et autoritaires. On assiste en direct à un génocide à Gaza. Et donc un peu tout ça, ça fait qu'à peu près partout dans notre camp politique, bon pas vraiment partout, mais quand même en majorité, ça s'agite et ça réagit. Donc les gens disent qu'ils se mobilisent contre l'extrême droite, contre le fascisme, contre la fascisation. Et cette idée de la fascisation, qui est développée entre autres par Saïd, qui va pouvoir plus développer, elle domine beaucoup, à la fois dans beaucoup de collectifs antifascistes, mais aussi dans des organisations politiques. Et nous, à A2C, on pense qu'il y a besoin de la mettre en débat, parce qu'on ne pense pas qu'elle permette des stratégies qui permettent vraiment de vaincre le fascisme. Donc voilà, ça c'était pour poser un peu le cadre, et juste avant de laisser la parole, pour que tout le monde ait un peu la notion des bases d'analyse commune qu'on a, que ce soit entre A2C et avec Saïd, ce qui nous met en commun, et c'est sur d'autres choses que se joue le débat, c'est premièrement que le fascisme, c'est pas qu'un phénomène historique. On pense que le fascisme, il peut encore advenir aujourd'hui. On pense que le fascisme, c'est un mode d'exercice du pouvoir capitaliste et pas un anticapitalisme. On pense que ce qui est central dans le fascisme et ce qui cimente son projet, c'est le racisme. Et enfin, on pense que la lutte antifasciste est possible et enfin qu'elle est nécessaire. Et donc c'est aussi avec ces idées-là qu'on veut alimenter ce débat. Et donc là, je vais vous laisser la parole un peu sur une première question qui était un peu, si vous pouvez chacune définir qu'est-ce que vous entendez par fascisation et par danger fasciste, et dire en quoi est-ce que pour vous la période elle va dans ce sens-là. C'est bon. Ouais. Bien. Je ne vais pas vous cacher mon inquiétude et la raison pour laquelle je suis ici. Je pense pour la première fois depuis des décennies que une partie de notre classe dominante envisage sérieusement une séquence fasciste pour la France, mais dans d'autres pays européens également. Pendant des années, je faisais partie de ceux qui attiraient l'attention sur le fait de ne pas banaliser le terme fascisme, de ne pas crier au fascisme quand la bourgeoisie avait encore un certain nombre de solutions de rechange. Je pense aujourd'hui que la crise politique et idéologique dans la plupart des grands pays impérialistes
fait qu'une partie non négligeable de la classe dominante se pose la question du maintien de son pouvoir par l'appel de fascistes au pouvoir. Je dis bien l'appel parce qu'historiquement, les fascistes ont été appelés au pouvoir. Ça n'a pas été comme une vulgate circule, ils sont venus au pouvoir par la démocratie, etc. On les a appelés au pouvoir. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que ça explique effectivement une de nos bases d'accord. Oui, nous avons affaire avec le fascisme, non pas à un régime qui serait différent d'un régime capitaliste. On a affaire à une forme de pouvoir, une forme de gestion du capitalisme. Et donc, c'est important d'être précis sur ce qui la distingue des autres. Ce qui la distingue des autres, c'est à la fois les objectifs et les moyens. La bourgeoisie n'a pas attendu le fascisme pour utiliser la violence, y compris la violence extrême. Il suffit d'avoir en tête la répression de la Commune de Paris pour s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin d'un régime fasciste pour que la bourgeoisie tue, assassine en masse. Donc, ce n'est pas la violence, ni la violence extrême qui va spécifier le fascisme. Ce qui va spécifier le fascisme en tant qu'objectif, c'est l'utilisation de cette violence pour détruire entièrement le mouvement ouvrier, détruire entièrement les mouvements de contestation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une opération d'éradication de la contestation sociale. On ne cherche plus simplement à mater un mouvement, on cherche à enlever les formes organisées de ce mouvement ouvrier. Et quant aux moyens, eh bien, les moyens, c'est l'utilisation de toutes les pratiques par l'État, toutes les pratiques de violence, de terrorisme, etc. Alors, si on définit le fascisme de cette manière-là, eh bien, du coup, on est contraint de se poser la question de comment qualifier les périodes dans lesquelles l'État bourgeois lui-même, sans recourir au fascisme, emprunte de plus en plus un certain nombre de méthodes, de thèmes, d'idéologies, de projets, de mots d'ordre à la galaxie fasciste. C'est ce que j'appelle, moi, la fascisation. Pour bien le saisir, il faut, à mon sens, avoir en tête qu'une classe dominante, pour se maintenir au pouvoir, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gramsci, et je pense qu'il est incontournable aujourd'hui, a toujours besoin de deux outils. L'outil répressif, mais aussi l'outil idéologique. Gramsci nous dit, lorsque un de ces deux outils fait défaut, eh bien, nous sommes dans des situations dans lesquelles la bourgeoisie va commencer à envisager des pouvoirs exceptionnels. La classe dominante est dominante lorsque, au niveau répressif, elle a les moyens de réprimer, et elle est dirigeante, nous dit Gramsci, lorsqu'elle a les moyens idéologiques d'influencer une grande partie des citoyens. Aujourd'hui, ce qui est remis en cause depuis, on va dire, 2 décennies et de manière grandissante, c'est la légitimité, la crédibilité même du capitalisme, sous des formes diverses, pas sous une forme révolutionnaire où un grand parti aurait regroupé les masses, etc., mais des formes de rejet du capitalisme qui indiquent qu'on est devant une crise de légitimité politique. On le voit, il suffit de regarder l'ampleur des mouvements sociaux de ces dernières années, et la France est un des terrains particuliers. Le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un mouvement massif et qui a mis en mouvement une partie des couches moyennes déclassées, une partie des classes populaires en déclassement également. De regarder le mouvement contre la réforme de retraite qui, par sa longueur, par son ampleur, a été quelque chose d'assez inédit. Le mouvement de révolte après l'assassinat de Naël, ce sont tous les segments des classes populaires qui se sont mis certes séparément en mouvement, et pour la bourgeoisie, ces dimensions sont importantes. Sont importantes pour amener une partie d'entre elles à se poser la question du fascisme. Et il faut rajouter une autre dimension qui est trop souvent sous-estimée, et qui est en lien avec l'actualité aujourd'hui, qui est trop souvent sous-estimée, qui est la dimension internationale. Tous les fascismes historiques que nous avons connus au XXe siècle ont été liés à la question coloniale, ont été liés à la question du repartage du monde, ont été liés à la question de la crise de l'impérialisme. Or, nous sommes dans une séquence où l'impérialisme français est en crise particulière. Nous sommes dans une séquence dans laquelle l'impérialisme français est en voie de secondarisation, dans laquelle la stratégie des États-Unis d'Amérique est une stratégie de vassalisation, y compris de ses alliés, et pour reprendre place bien par rapport à ce recul, une partie de la bourgeoisie française aujourd'hui envisage sérieusement
une séquence fasciste. Bien entendu, pour aller à la reconquête à l'extérieur du terrain perdu, eh bien, il faut mater le front intérieur. On ne peut pas participer à la course pour le repartage du monde si on a à l'intérieur un mouvement social dynamique, un mouvement social actif, un mouvement social radical. Et ça va expliquer, c'est le lien que moi j'ai fait entre cette préparation au fascisme et la fascisation, c'est une préparation par la bourgeoisie de ces stratégies d'alliance. Dernière dimension qui me semble vraiment essentielle d'avoir en tête, c'est d'avoir en tête qu'une classe dominante n'est jamais une classe unie, comme toutes les classes sociales. Hein. D'ailleurs, on a les mêmes erreurs pour la classe ouvrière. Certains les considèrent comme une classe complètement unie. L'unité de la classe ouvrière est le résultat de l'action militante, c'est le résultat de l'unification et non pas quelque chose qui est spontané. Sinon, on n'aurait pas une hiérarchisation dans la classe ouvrière. Et bien, pour la classe dominante, c'est exactement la même chose. Les fractions de la classe dominante qui basculent vers le fascisme, ça se fait de manière progressive. Et au même moment où certains basculent vers le fascisme, d'autres pensent encore qu'une droitisation de l'État, qu'une fascisation de l'État suffira pour mater le front intérieur. Sauf que la tendance aujourd'hui, c'est bien entendu de passer de plus en plus à une partie importante de la classe dominante qui envisage la séquence fasciste. La fascisation, pour moi, est donc les politiques mises en œuvre par cette fraction de la bourgeoisie qui pense qu'elle peut encore, en empruntant des thèmes fascistes, en empruntant des méthodes fascistes et en les faisant appliquer de manière partielle par l'État, faire l'économie d'une séquence fasciste. Alors qu'une autre fraction de la classe dominante considère que d'ores et déjà, il va falloir permettre à une Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, permettre une séquence fasciste pour mater le mouvement de contestation sociale. Voilà ce qui me semble important d'avoir en tête, surtout que nous sommes dans une période où ces mouvements nationaux, ces processus nationaux sont bien entendu en interaction profonde avec ce qui se passe au niveau international. Et ce qui se passe au niveau international, je serai très rapide pour le réaborder après, ben c'est tout simplement un impérialisme hégémonique dominant qui sont les États-Unis, qui sont en perte d'hégémonie sur les plans scientifiques et technologiques, qui sont en perte d'hégémonie sur les plans économiques, et qu'il ne leur reste que l'hégémonie militaire, et qu'ils ont une stratégie globale de reprise d'offensive. Et dans cette reprise d'offensive, la vassalisation de leurs alliés est une dimension importante. Si vous avez été regarder le document Sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, donc le document officiel élaboré comme stratégie aux États-Unis, ils indiquent de manière très nette que les États-Unis demandent aux États européens de se mettre au garde à vous derrière les intérêts états-uniens, mais surtout, ils annoncent qu'il y a des forces qui sont des forces porteuses d'espoir, et ils citent tous les mouvements fascistes européens. Autrement dit, ce qui est tenu comme discours aux bourgeoisies européennes, c'est si vous ne vous alignez pas, on a des remplaçants dans les mouvements fascistes. Et donc, il y a interaction entre une crise de l'impérialisme français qui, pour regagner le terrain perdu, a besoin du fascisme et pour cela a besoin de mater le front intérieur, et d'un autre côté, une dimension internationale dans laquelle eh bien, ces forces fascistes sont promues, soutenues par un impérialisme qui ne veut pas quitter la scène de l'histoire. J'ai respecté mes 10 minutes. Parfait. Je prends le même ou je suis là? Ouais, okay. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là et merci à toi Saïd, parce qu'effectivement, moi je trouve que la composition de la salle, ça reflète en fait l'enjeu du débat, c'est-à-dire la nécessité à un moment donné qu'on discute un peu de comment on analyse la période pour savoir ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, et qu'il y a une vraie urgence de ce point de vue-là. Et j'ai écouté ton intervention. Je me suis dit qu'il y a quand même un certain nombre de choses, beaucoup de choses que je partage, et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une partie du scénario, et c'est là que commence le débat. C'est que par exemple, dans tout ce que tu décris beaucoup ce qui est en train de se passer au niveau de la classe dirigeante, et très peu ce qui est en train de se passer au niveau des organisations fascistes. Et moi, je pense que ça fait partie, en fait, un peu du débat qu'on doit avoir ce soir. Et pour commencer, peut-être pour l'introduction, effectivement, j'ai l'impression que dans tous nos collectifs militants, à l'heure actuelle, tout le monde est susceptible d'utiliser le terme de fascisation en voyant pas trop le problème, parce qu'effectivement, ce à quoi on assiste, c'est plus de racisme, plus d'autoritarisme,
totalitarisme, moins de liberté démocratique, etc. Une remise en question en fait de tout ce qui aujourd'hui est le cœur un peu du projet fasciste. Du coup, moi le dernier truc auquel j'ai assisté où il y avait fascisation, c'était par exemple une réunion unitaire pour voir un peu ce qu'on pouvait faire ensemble pour riposter à l'assaut sur le Venezuela. Et en fait, dans le tract, il se trouve que du coup, le truc est de dire que s'il y a eu cet assaut, c'est parce que il y a la fascisation en fait. On pourrait pas l'expliquer par autre chose. Et du coup, j'ai l'impression aussi qu'il y a, on n'entend pas tous et toutes la même chose sans doute quand on utilise ce terme. Et c'est ça un peu qu'il faut préciser à mon avis ce soir. D'abord, pour commencer, parce que moi, je vais faire un retour historique, c'est que ce terme, il n'est pas nouveau. Il a déjà été utilisé, en fait, comme stratégie, y compris comme analyse, et du coup, en découlé des stratégies, à la période de la montée du fascisme, en Italie dans les années 20 et en Allemagne dans les années 30. Et par ailleurs, c'était une analyse qui reposait beaucoup sur l'idée que, justement, le fascisme était un peu la créature de la classe dirigeante. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans la formule qu'utilise Dimitrov, que tu réutilises, toi, dans un de tes articles, qui, en gros, considère que le fascisme, c'est la dictature ouverte des éléments les plus chauvins et je ne sais plus les autres caractéristiques du capital financier. Et donc, il y a quand même cette idée que c'est un peu l'outil que dégaine la classe dirigeante. Et malgré tout, il y a eu des débats à l'époque par rapport à ce type d'analyse-là. Et il y a d'autres militants révolutionnaires et d'autres courants politiques qui ont mis en avant une autre approche en regardant un petit peu ce que c'était ce phénomène-là. Et notamment qu'on critiquait cette idée que c'était juste une créature de la classe dirigeante en disant que les organisations fascistes, elles avaient quand même des caractéristiques qui étaient, de créer un mouvement de masse. Et ça, c'est la grande spécificité du fascisme par rapport à tous les partis de la classe dirigeante. 2, que son cœur social, c'était la petite bourgeoisie et pas justement la grande bourgeoisie. Et 3, en fait, que, y compris la construction de ces partis fascistes se faisait souvent en conflit à des moments donnés avec la classe dirigeante elle-même. Donc, se construisait en autonomie de la classe dirigeante. Et donc là, des références en question, on peut les retrouver chez Clara Zetkin en Allemagne, on peut les retrouver chez Gramsci en Italie, et puis chez d'autres, Daniel Guérin, par exemple, dans Fascisme et Grand Capital, mais sans en avant, Trotsky également, etc. Et ça me semble important de revenir sur cette période parce que pour moi, ça éclaire un petit peu ce que sont les tendances à l'œuvre aujourd'hui et ce que sont les dangers auxquels on a à faire face. Et quand je dis les dangers, c'est justement parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, il y en a 2, comme il y en avait 2 à ce moment-là. Donc au moment de la crise de 29, en fait, il faut avoir en tête qu'effectivement s'ouvre en Allemagne ce qui pourrait être aujourd'hui appelé cette période de fascisation, c'est-à-dire que là, ce à quoi on assiste en quelques mois et quelques années, c'est succession de gouvernements qui tombent, de moins en moins de lois qui arrivent à être votées par le Parlement démocratiquement, entre guillemets, mais de plus en plus des décrets qui sont adoptés par les ministres. Et pour donner un seul exemple, parce que pour moi, ça éclaire aussi en quoi le fascisme est une rupture aussi avec le concept de fascisation, c'est donc 4 mois avant la nomination de Hitler en janvier 1933, et je partage totalement que c'est les classes dirigeantes qui l'ont appelé Hitler, et c'était la même chose pour Mussolini. Il y a eu un décret-loi, donc en septembre 1932, le décret de von Papen, qui en gros dit 2 choses. Il dit dorénavant, ce sera possible d'embaucher les salariés à 50% de salaire en moins par rapport aux lois actuelles, et puis on interdit au passage le droit de grève. Cela a comme conséquence que se déclenchent un peu partout en Allemagne des grèves, pas massives, mais quand même relativement importantes, et notamment, je vais donner cet exemple-là, dans les transports publics à Berlin, dans une société qui donc réunit 23 000 salariés. En 2 jours, ils arrivent à complètement détruire la grève. Ils licencient 2500 personnes. Ils arrêtent 1000 personnes. Ils tuent 10 personnes. Et ils font 100 blessés. Autant dire que la classe ouvrière, à ce moment-là, justement, c'est pas une période de poussée révolutionnaire, elle prend un coup supplémentaire, elle est défaite, elle est démoralisée. Donc toute la question, c'est pourquoi, dans ce contexte-là, malgré tout, la classe dirigeante fait le choix d'une organisation fasciste. Et pour moi, c'est ça aussi à avoir en tête, parce que ça éclaire la situation aujourd'hui, c'est d'avoir en tête que quand la classe dirigeante fait ce choix-là, c'est que les fascistes leur offrent quelque chose, que les outils habituels du capitalisme, le Parlement, qui est en partie bloqué parce qu'ils n'ont plus de majorité depuis 1930, ils sont complètement un Parlement qui est bloqué par d'un côté les fachos, de l'autre côté les communistes et eux qui n'ont plus la majorité, qui les amène justement à adopter de plus en plus de décrets. Et de l'autre, en fait, effectivement, une situation où la répression ne suffit pas pour annihiler définitivement, ce que je partage aussi dans ta définition, toute capacité de résistance durablement de la classe ouvrière. Et c'est ça que leur offre le parti fasciste. Et donc c'est un mouvement de masse. Je pense qu'il faut avoir ça en tête parce que par exemple le parti fasciste, quand il est appelé au pouvoir, c'est 400 000 SA, à un moment où la police et l'armée c'était 100 000 personnes. Donc 400 000 SA, ça leur permet en 1 mois
de détruire tous les locaux politiques, d'empêcher toutes les réunions politiques, d'arrêter les dirigeants politiques, voire de les tuer, de les emmener en camp de concentration, de supprimer les syndicats et de supprimer toute forme de contestation possible. Et ils arrivent à le faire donc avec la violence physique, et ils arrivent à le faire aussi parce qu'ils ont 1 500 000 membres actifs, qui s'insèrent dans tous les aspects de la société. Donc pour donner un exemple, c'est pas simplement qu'ils suppriment les syndicats, c'est qu'ils le remplacent par le Front du Travail, dans lequel sont impliqués des centaines de milliers de militants nazis, qui s'assurent qu'il n'y ait plus aucune protestation possible. En 5 ans, 225 000 personnes sont arrêtées, 1 million de personnes sont torturées, parfois pour avoir signé une pétition. Donc, c'est ça la rupture, à mon avis, entre cette période qui peut précéder le fascisme et qui, effectivement, est une période intense de répression, de racisme, de montée du racisme, etc., mais qui, en même temps, là, franchit un cap avec l'appel des fascistes au pouvoir. Donc, on a bien 2 conditions pour que le fascisme, à un moment donné, arrive au pouvoir. La première condition, c'est qu'effectivement, la classe dirigeante soit à un niveau de crise économique et politique que pour elle, les outils traditionnels du capitalisme ne permettent plus, en fait, d'assurer sa domination. Donc, elle envisage effectivement sérieusement de faire appel aux fascistes. Mais il y a une deuxième condition. C'est qu'il faut que cette organisation fasciste qui soit en capacité de défaire définitivement la classe ouvrière. Alors maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais juste pour terminer, à l'heure actuelle, du coup, nous ne sommes pas dans un gouvernement fasciste. Je sais que c'est une discussion qui revient régulièrement sur telle ou telle personne du gouvernement qui serait... Oui, probablement que parmi les gens du gouvernement, il y a des gens qui aimeraient bien qu'on revienne à cette situation-là. Probablement, et on le sait, il y a des écrits maintenant de plus en plus, une partie de la classe dirigeante commence à envisager sérieusement cette possibilité-là. Mais honnêtement, pour l'instant, ils préfèrent encore laisser le boulot aux directions syndicales pour canaliser le mouvement et nous défaire que de faire appel sérieusement aux fascistes. Ils envisagent plus de discuter avec Sophie Binet que de détruire Sophie Binet. Donc, on n'est pas encore sous le fascisme. Par contre, il y a urgence à y faire face. Et donc, juste pour terminer, je pense que il y a un débat, par exemple, à l'heure actuelle, je vais prendre que 2 minutes, peut-être que dans la salle, on reviendra là-dessus, sur le fait que la police, à l'heure actuelle, par exemple, pourrait incarner l'alternative fasciste, et contrairement aux organisations de masse qu'on a vues dans les années 20 et dans les années 30 en Italie et en Allemagne. Et donc, je voudrais répondre juste rapidement 2 choses par rapport à ça. Un, je viens de vous citer quand même ce qu'a été capable de faire un mouvement de masse, et donc il y a la question du nombre qui va compter dans... Et puis, il y a la question de, à un moment donné, quel est l'embryon autour de quel peut se forger le fascisme. Et donc, c'est vrai que là, par exemple, aux États-Unis, il y a des rapports qui sont en train d'alerter sur le fait que ICE est en train de complètement s'autonomiser de l'État. L'administration américaine elle-même est en train de faire des rapports pour dire, en gros, ils arrivent à virer les chefs, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, et ils sont en train de recruter sur un profil fasciste. Voilà. Aujourd'hui, en France, c'est en train de prendre une autre forme, ce danger. Ce danger-là, aujourd'hui en France, il s'incarne autour du Rassemblement national. Et c'est ce qu'on entend beaucoup plus régulièrement dans les manifestations, quand vous avez des flics qui vous disent « vivement qu'il y ait Marine Le Pen au pouvoir ». Et donc le danger fasciste aujourd'hui en France, il s'incarne là principalement. Eh ben, merci à vous deux pour les 2 premières réponses. Et du coup, l'idée là, c'était de faire un peu un deuxième tour de parole. Du coup, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans vos 2 réponses, l'accord, c'est de dire que le fascisme, il prend sa source dans le capitalisme. Mais du coup, dans les désaccords que vous exposez, un peu pour vous, qu'est-ce que c'est les conséquences stratégiques auxquelles ça amène, un peu pour chacun de vous. Voilà, si tu veux. Oui, alors d'abord un petit mot justement sur les divergences. Moi, je partage l'idée que le fascisme ne se définit pas uniquement par le choix de la classe dominante. On n'a pas de désaccord là-dessus. Ce que je pense, c'est que le fascisme n'arrive jamais au pouvoir sans un accord de la classe dominante. En tout cas, d'une fraction importante d'entre elles. Je partage aussi l'idée que ce qu'il y a de spécifique au fascisme, c'est l'articulation d'une... je sors un livre au mois de mars qui s'appelle « Fascisme et fascisation », justement pour clarifier mes idées. Hein. Mes livres, c'est parce que j'en ai besoin d'abord pour moi, avant de... C'est pas pour vous que j'écris, en fait. Qu'il faut... c'est l'articulation d'une nature de classe et d'une base de classe. Et c'est ce qui fait que la bourgeoisie peut être intéressée par le fascisme à certains moments. La nature de classe du fascisme, c'est la bourgeoisie. C'est effectivement la défense des intérêts d'une classe dominante qui peut considérer que ses intérêts ne sont plus garantis avec la forme démocratique bourgeoise. La base de classe,
c'est autre chose. Ce qu'offrent les fascistes à la bourgeoisie, c'est ce que n'offrent pas les autres partis bourgeois. C'est justement cette capacité de toucher des classes qu'ils ne touchent pas, de les embrigader, de les structurer, etc. Et donc je pense que l'erreur est aussi dramatique pour nous si on oublie la nature de classe du fascisme, c'est-à-dire le lien avec la bourgeoisie, que si l'on oublie l'autre aspect. Je suis d'accord avec toi qu'historiquement, il y a eu des erreurs énormes qui ont été faites en oubliant qu'on avait affaire non pas à un mouvement réactionnaire classique tel qu'on le connaissait dans le passé avec le boulangisme, etc., mais qu'on avait affaire à quelque chose de nouveau qui était la capacité d'embrigader les masses. Là où je mettrais une nuance, c'est sur le fait que est-ce que l'existence d'une organisation fasciste implantée dans les masses est une condition absolument nécessaire à la venue au pouvoir du fascisme? Je pense qu'il faut être prudent sur cette conclusion. Sinon, on va attendre que le Rassemblement national soit implanté dans tous nos quartiers, fait défiler ou organise sous une autre forme les masses. Je pense qu'on a des exemples. Par exemple, au Portugal, la fascisation, elle a été après la prise du pouvoir. Elle a été après la prise du pouvoir. L'organisation de structures de masse du fascisme, c'est une fois le coup d'État fait que ça s'est fait. En Italie, d'ailleurs, le terme fascisation, Mussolini l'utilise pour dire maintenant qu'on a le pouvoir, il faut fasciser l'ensemble de la société. Et donc, autant je pense que ça peut être avant, autant je pense qu'une partie peut être après. Et donc, il n'y a pas besoin, à mon avis, d'avoir une force fasciste implantée dans les masses totalement pour que les conditions du fascisme soient réunies. En termes de stratégie, moi, je reformulerai le titre du débat. Hein. Quand j'ai lu le titre du débat, fascisation ou danger fasciste, ben moi je dirais les deux. C'est-à-dire que je pense sérieusement que la fascisation et le danger fasciste émergent au même moment. Parce que justement, cette classe dominante n'est pas unie, que certains pensent que ça sera suffisant de renforcer la répression d'État, de renforcer, d'emprunter aux fascistes leurs thèmes, etc., alors que d'autres pensent que ça sera pas suffisant. Et je pense que la bourgeoisie, elle est une classe qui a un intérêt commun, mais qui a des évaluations différentes sur ce qui est nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'un Bolloré a tiré déjà la conclusion fasciste, alors que d'autres pensent qu'on peut essayer peut-être une solution en relançant un Roussel ou en relançant, je ne sais pas, je rigole. Hein. Alors, en termes de conclusion stratégique, si on a ça en tête, ça veut dire qu'il ne faut pas opposer les différentes tâches qui sont les nôtres. Et encore une fois, je disais tout à l'heure que j'étais très inquiet. Il ne faut pas opposer les différentes tâches. Il y a une première tâche qui est l'opposition réelle, y compris physique, aux groupes fascistes. Qui, effectivement, la liberté d'action de ces groupes fascistes, le fait qu'ils paradent, qu'il y a une tendance à parader de plus en plus, si on leur laisse la rue, effectivement, ils vont connaître un développement plus important. Et donc, il y a une opposition des antifascistes aux fascistes à mettre en œuvre. Il y a secondo, on ne peut pas choisir la fascisation contre le danger fasciste. On n'est pas dans une politique du moindre mal, puisque l'une prépare l'autre. Et donc, il faut également, sur la fascisation, s'opposer à toutes les pratiques qui sont des pratiques qui viennent de l'État, à l'islamophobie, aux pratiques de la police. Et puis, par contre, troisième dimension, il ne faut pas considérer que nous sommes aujourd'hui, par rapport au Rassemblement national, tous les débats qu'on entend, j'avoue que je suis un peu en colère par rapport à l'état de notre vocabulaire. Moi, j'ai l'impression que le mot fasciste, plus personne ne veut l'utiliser. On nous parle d'ultra-droite, d'extrême droite, de droite autoritaire. On a une multitude de termes, une cacophonie. On a une typologie qui nous empêche de comprendre le réel. Et je pense que par rapport à l'idée d'un front uni antifasciste, il faut le poser en clarifiant un certain nombre de bases. Un antifascisme qui ne soit pas un antifascisme de classe ne nous aidera en rien. Un antifascisme qui ne s'adresse pas aux catégories qui sont en déclassement dans cette société par le capitalisme, qui voient leur univers s'effondrer, eh bien, serait un antifascisme qui raterait sa cible. Un antifascisme qui serait déconnecté de la dimension anti-impérialiste serait un antifascisme qui raterait ses cibles. Et donc, ou un antifascisme qui tenterait de s'appuyer sur certains
sur un certain moindre mal pour s'opposer au diable fasciste serait également erroné. Et donc, je pense que s'il y a une importance à organiser aujourd'hui, c'est bien un front uni par en bas, et non pas un front uni d'état-major ou d'organisation, un front uni qui, à partir d'un certain nombre de repères qui posent justement ce qui peut amener la bourgeoisie à appeler le fascisme, eh bien, définit des axes anti-impérialistes de classe et d'opposition à toutes les pratiques réactionnaires de l'État. Alors là encore, je me dis qu'il y a des choses peut-être qu'il faut qu'on discute parce que il y a une partie des choses que tu mets en avant que je partage et en même temps, justement, c'est assez logique avec la théorie de la fascisation. Finalement, ta conclusion pratique consiste, et tu l'as écrit aussi, à se dire qu'en fait, il faut un antifascisme anticapitaliste. Et je pense que en fait, cette conclusion pratique consiste à amalgamer le combat contre les organisations fascistes et le combat contre le capitalisme. Et je pense que c'est une erreur d'un point de vue stratégique. C'est ce que j'ai essayé de dire, moi, dans la conclusion de ma première partie, c'est que justement, si on pense qu'il y a deux conditions qui font que le fascisme peut arriver au pouvoir et parvenir à ses fins, c'est d'un côté la classe dirigeante qui en a besoin, et de l'autre côté, une organisation de masse fasciste qui a déjà, par ailleurs, sévi effectivement dans la rue, dans les quartiers, dans les lieux de travail, etc., mais qui est en capacité de défaire totalement toute capacité de riposte de notre part. Ça veut dire qu'on a deux combats à mener. Et je partage l'idée que dissocier les deux combats est une erreur stratégique. Ça a été celle qui a été commise, par exemple, par le SPD dans la montée du fascisme en Allemagne. Effectivement, il y avait eu toute cette politique qui consistait à dire, puisqu'on a un danger énorme devant nous, il faut essayer de se calmer un peu le jeu, donc on réduit les luttes, on accepte de soutenir des gouvernements qui sont hyper réactionnaires, etc., au nom de cette politique du moindre mal. Je partage cette idée que dissocier les deux est une impasse stratégique énorme et très grave de conséquences, mais je pense aussi qu'il y a eu l'impasse stratégique aussi énorme qui a été celle justement de l'amalgame, de considérer que finalement il y aurait une sorte de continuum, et je trouve que la théorie de la fascisation pose les choses de façon un peu similaire à celle-ci. Il y aurait une sorte de continuum entre les partis de gouvernement qui finalement nous attaquent de plus en plus durement et les organisations fascistes qui ne seraient que une pointe un peu plus réactionnaire que les autres. Et ça s'est retrouvé quand même dans la politique du KPD dans les années 30 en Allemagne, justement, y compris de considérer que le SPD qui soutenait un gouvernement réactionnaire ou le SPD qui se retrouvait parfois à des postes de commande dans cette période-là, etc., était finalement plus dangereux que le NSPAD lui-même. À la veille même du pouvoir, de la prise du pouvoir par Hitler, en fait, le KPD dit l'arbre nazi est moins dangereux que la forêt socialiste. Du coup, je pense que cette histoire de la fascisation et donc cette idée qu'on aurait une sorte de continuum, justement, nous mène dans une impasse, et c'est quelque chose qu'on retrouve malgré tout relativement souvent. Donc, par exemple, quelqu'un comme Lordon, aujourd'hui, est capable d'écrire des articles pour nous parler du bloc fasciste. De Macron à Marine Le Pen, on serait dans une situation du bloc fasciste. Donc, moi, je pense que cette question de la fascisation, justement, c'est elle qui nous prive des capacités de gagner. Un, parce que, justement, elle met l'accent davantage sur les responsables de la possibilité du fascisme que sur les organisations fascistes elles-mêmes. Sauf que le problème, c'est qu'en partant d'un point de vue qui est juste en théorie, c'est-à-dire que cette idée qu'il n'y aurait pas de fascisme sans société capitaliste, on en arrive à des conclusions pratiques et stratégiques qui deviennent complètement erronées. Parce que si on pense ça, ça veut dire qu'on devrait en tirer la conclusion que seule notre classe est en capacité de défaire le fascisme et de défaire la classe dirigeante, et qu'il faut qu'on acte que du coup, on doit faire des propositions stratégiques pour toute notre classe, qui n'est pas, dans l'ensemble, révolutionnaire. Donc, je vais essayer de déplacer le débat pour donner un exemple. Dans les manifestations qui ont eu lieu, qui ont été des manifestations historiques aux États-Unis, dans le mouvement Black Lives Matter, à la suite de la mort de George Floyd, il y a eu des énormes débats pour savoir quel rapport on avait avec la police. Il y a eu des débats pour dire, en fait, il y a toujours ces débats-là, on les a aussi en France, sur est-ce qu'il faut former, est-ce qu'il faut définancer. Et les révolutionnaires pensent qu'on n'a pas besoin de police. Ce serait une erreur totale de partir de l'idée que pour pouvoir manifester contre la police, il faut être d'accord sur l'idée qu'il faut la supprimer, la police. Eh bien, c'est exactement la même chose sur la question du fascisme. On devrait partir d'un point de départ qui est de dire toutes les personnes qui aujourd'hui ont un intérêt à combattre les fascistes, toutes les personnes qui sont dans le collimateur des organisations fascistes doivent faire front commun pour faire reculer le fascisme. Et donc ça, c'est un point de départ qui, effectivement, ne dit pas qu'il ne faut pas combattre la classe dirigeante, qui dit « menons cette bataille ensemble ». Et en menant cette bataille ensemble, laissons-nous la liberté aussi politique de pouvoir discuter de comment on en est arrivé à cette situation-là. Et oui, nous, anticapitalistes, oui, nous, révolutionnaires,
on pense qu'il faut aussi assécher les égouts dans lesquels les rats prolifèrent. Je pense qu'aujourd'hui, justement, il y a d'énormes possibilités de faire face à la situation. On le voit, y compris, parce qu'on a parlé des États-Unis, on le voit aux États-Unis. Donc, on a parlé de Trump, on a parlé de ICE, mais justement, j'ai parlé du mouvement Black Lives Matter. Il faut voir que les manifestations aujourd'hui contre Trump sont des manifestations phénoménales. Historiquement, ça ne s'est jamais produit d'aussi grandes manifestations. Le 18 octobre, il y avait 7 millions de personnes dans les rues, dans plus de 3000 villes. Le mouvement Bloc Autour en France, par exemple, il a réussi à faire chuter un gouvernement. Donc, il faut que ce soit notre point de départ pour nous dire qu'à la fois, il y a des possibilités, mais il y a une urgence. Et il y a une urgence pourquoi ? Parce que, encore une fois, la question est de dire, est-ce que c'est possible d'avoir le fascisme dans une organisation fasciste ? En tout cas, le Rassemblement national, il est déterminé à construire une organisation fasciste. Et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, il a 13 millions de voix, et ça, c'est la catastrophe, mais il n'a pas encore mouvement massif dans la rue. Et c'est ça qu'il s'agit d'empêcher de faire. Ils vont chercher à utiliser les élections municipales pour continuer à se construire, pour pouvoir venir dans les quartiers, pour pouvoir diffuser des tracts, etc. Est-ce qu'on arrive à construire un mouvement massif de riposte contre ça ? Et il y a des exemples, et j'espère que dans la salle, les personnes pourront justement étayer ça. Il y a des bons exemples qui se sont produits récemment, parce qu'il y a un renouveau justement de la lutte antifasciste, de ne plus accepter que les fascistes puissent comme ça venir diffuser des tracts, coller des affiches, etc. Dans le 12e arrondissement, il y a une réunion du RN qui a réussi à être annulée. Sur le marché des Lilas, c'est Reconquête qui vient à chaque fois. Il y a des militants antifascistes en face pour les chasser. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à généraliser. Parce que si on ne fait pas ça, aujourd'hui, le Rassemblement national fait déjà des dégâts. Ça, c'est ce que peuvent dire justement les personnes qui sont déjà en première ligne, qui commencent à avoir peur de sortir dans la rue, suivant la façon dont elles sont habillées, ou le fait même d'être racisées. Eh bien, c'est comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a des personnes qui sont en train de basculer du côté du fascisme, ou qui pourraient l'être, et que c'est en train de faire des désastres dans notre classe. On n'arrivera plus à gagner dans des mobilisations si on n'arrive pas à marginaliser les fachos et à les faire reculer. Donc je pense qu'il y a des possibilités, mais il y a aussi énormément de boulot. Donc j'ai parlé de la campagne des municipales, mais je vais donner un autre exemple parce que ça intervient exactement en même temps. Le 9 mars, les manifestations féministes, la dernière manifestation féministe, comme plusieurs manifestations féministes avant elle, il y a eu Némésis et Nous Vivrons qui sont venus manifester, escortés par ailleurs par la police. Eh bien, il y a des organisations qui acceptent aujourd'hui que ces organisations fascistes soient présentes dans la rue. Je pense qu'il faut qu'on lance un appel toutes et tous à dire regroupons-nous et faisons front commun pour empêcher les fachos de prendre la rue. Parce que c'est exactement ça, leur stratégie, et ce qu'ils veulent faire, c'est commencer à prendre la rue pour pouvoir nous la retirer à nous. Donc voilà, moi je dirais les choses dans ce sens-là. Et juste pour terminer, justement, j'étais en train de dire que je pense que ce qui est important, c'est qu'on s'adresse à tous les collectifs, à tous les militants et à toutes les militantes, à toutes les organisations, qu'elles soient réformistes ou révolutionnaires, pour dire agissons ensemble pour faire reculer les fascistes. Et oui, laissez-nous la possibilité, parce que les idées, elles vont changer à travers l'action, laissons-nous la possibilité du débat. Et nous, à travers ça, en tant que militants anticapitalistes et révolutionnaires, essayons de convaincre que si on veut mettre à un échec définitivement le fascisme, il va falloir aussi changer de société. Moi, je pense que si vous défendez ces deux stratégies, vous devriez rejoindre A2C. Eh ben, merci à vous deux d'avoir posé les termes du débat comme ça. Du coup, nous, la suite, ce qu'on envisageait, c'était qu'il y ait une discussion à laquelle tout le monde puisse participer. Là, il y a un côté très tribune dans comment on est installé et tout ça, mais l'idée, c'est vraiment que ça soit un débat collectif. Enfin, voilà, le but, c'est pas de rentrer dans un cadre d'aller-retour questions-réponses, même si c'est possible que les camarades qui soient à la tribune veuillent participer au débat et réagir aussi. Mais voilà, donc je vous laisse vous inscrire au tour de parole. Bonsoir. Je vais essayer de synthétiser. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, en fait, pour tout ce qui se passe partout. Je vais commencer l'international. Donc, comme Saïd le disait, on voit les États-Unis en fait en perte de vitesse à tous les niveaux, que ce soit au national, où ils sont en grande difficulté économique du fait des BRICS et le nouveau système bancaire chinois qui fait que le SWIFT s'effondre. Je crois qu'il n'y a plus que 48% d'échanges via le SWIFT, donc c'est une catastrophe. La chute du pétrodollar, tout ça. Donc, c'est une catastrophe au national, avec un risque de bulle financière. Et également l'effondrement international, où, comme Saïd l'avait dit, les Chinois dominent technologiquement, scientifiquement, et peut-être non. Militairement, je parle au niveau de la qualité des armes, tout comme la Russie.
En fait, l'avantage militaire des États-Unis reste au niveau de la centaine de bases militaires partout dans le monde. Mais je crois qu'ils sont même en effondrement militaire et en quantité d'armes que les États-Unis possèdent du fait des guerres en Ukraine et en Israël. Les livraisons d'armes en Ukraine et en Israël, qui fait que ça, c'est tout comme le pétrole aux States, en fait. Donc, il y a ça. Moi, je trouve ça très positif, d'où le fait que les États-Unis bombent le torse un petit peu, et du fait qu'ils soient en effondrement partout, ils s'en prennent à leurs alliés. La Palestine, malheureusement, je reste optimiste également, parce que moi, je lis entre les lignes tous les plans de paix, les menaces, etc. Tout ce qu'on voit, c'est « nous ne ferons rien sans le désarmement du Hamas ». Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine de groupes armés également. Donc, qu'est-ce que je lis? C'est après bientôt 3 ans de massacre, plus qu'une minute. Oh, Donc, bref, les États-Unis s'effondrent. Donc, ils s'en prennent à l'Europe. Au national, moi, ce que je vois, c'est une panique du bloc bourgeois. Et je suis d'accord avec Lordon. Le bloc fasciste est là. Et je rajoute le PS. Je mets le PS dedans, moi. J'ai un gros souci avec le PS depuis toujours. Et le PS peut être ajouté à ce bloc bourgeois fasciste. Et ce que je vois, et je ne suis pas LFI ni mélenchoniste, mais il y a un mouvement de panique au national. D'où une accélération de la fascisation, des propos outranciers, racistes. Comment ? Faut conclure. Donc, il y a quelque chose à faire en France. On a juste un problème à gauche, en fait. Un problème à gauche parce qu'on oublie l'acharnement sur les musulmans. Le fascisme s'exerce sur toute la communauté musulmane avec les fermetures d'associations, d'écoles, de maisons d'édition, tout ce qui est politique, intellectuel, expression culturelle, ça c'est du fascisme. La mise de côté aussi des quartiers populaires. Bon, bref, soyons optimistes, il y a quelque chose à faire et le problème est à gauche. Pas comment réagir, on est trop dans la réaction et pas dans l'action. Que ce soit au niveau des prises de parole et des actions. Même au niveau des manifs pour la Palestine, on est séparés. Donc le problème vient de là. Point. Moi, je suis optimiste. Il se passe quelque chose de fort partout dans le monde, dans le sud global. À nous de nous organiser en France, il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Salut, un peu terrifiant. Moi, j'habite à Rennes pour le contexte, dans un quartier où il y a énormément de racisme, et notamment de la part de la police. Et je voulais dire, je vais être un peu caricatural, je pense, dans mes propos, mais pour un peu dire, moi, ce qui me dérange dans la qualification de fascisation, et ce que je remarque dans le mouvement de ce que ça produit, c'est que je trouve que il manque la notion de rupture que l'arrivée du fascisme va vraiment créer. Et des fois, on se retrouve dans un truc un peu de bah oui, vu que l'État se fascise, l'État est de plus en plus à droite et de plus en plus violent, et du coup, tous les ennemis semblent se valoir. Et on voit des affiches, par exemple, ni Macron ni Le Pen. Sauf que je pense que ça rate un truc extrêmement important, c'est qu'en fait, si le fascisme arrive, on pourra même pas mettre des affiches ni Macron ni Le Pen, quoi, et que c'est vraiment pas la même chose, puisque toutes nos organisations seront détruites, il y aura plus de syndicats, comme ça a été dit tout à l'heure. Et voilà, je trouve que des fois, ce principe de se dire c'est un continuum en fait, et c'est un truc qui, en effet, ça va étape par étape, mais dans ce cas-là, il faut que à chaque étape on soit là. Et je trouve que, en tout cas, moi, le fait de me dire ok, l'État se fascise et que plein de camarades à gauche et dans les mouvements se disent on est déjà sous le fascisme et tout, je trouve que ça crée une espèce d'inertie de du coup il n'y a plus rien à faire, quoi. Ça y est, c'est déjà mort.
Alors que je trouve que justement l'idée de se dire que, ok, en fait, il faut un mouvement de masse pour que le fascisme soit mis en œuvre, et ça va venir de nos voisins, autant que des structures de l'État, bah, ça permet de se dire, bah, ok, chez moi, ce que je peux faire, c'est empêcher toute apparition des fascistes et faire que mon voisin, si un jour il a la tentation de rejoindre le parti fasciste et de venir dans la rue attaquer mes autres voisins parce qu'il est raciste, et ben en fait ça sera pas possible parce qu'on sera l'entièreté de l'immeuble sauf lui à lui dire bah non tu dégages quoi. Ok. Et pareil, il y a aussi la question des modes d'action. Enfin, en tout cas, dans notre petit groupe, on discutait pas mal de ça, des modes d'action. Et en effet, c'est aller physiquement en nombre, parce qu'en fait, la société n'est pas fasciste. Enfin, ok, il y a 13 millions d'électeurs du RN, mais il n'y a pas 13 millions qui viennent tabasser des Arabes dans la rue, quoi. Sinon, ça serait un peu inquiétant. Et du coup, on peut encore faire des choses et après, je dis ça en ayant vécu une agression homophobe il y a 3 jours dans le métro, et je me suis dit ah ouais, c'est quand même inquiétant les fachos là. Genre le gars, il s'est dit ça y est, je suis en confiance, je peux dire des dingueries comme ça quoi. Bon, je m'embrouille un peu dans les trucs, mais faut que je finisse. Ouais. En tout cas, je me dis, moi, chez moi, par exemple, il y a la mosquée qui a été attaquée 2 années de suite. Et ben, en fait, il y a eu aucun rassemblement pour la mosquée qui a été attaquée 2 années de suite. Et je pense que ça passe par là, en fait, de lutter contre le fascisme et qu'il y a un continuum, mais qu'il faut aussi cibler les racistes et ne pas les empêcher, enfin, et les empêcher de se développer et de se former en milices fascistes qui attaquent quand elles veulent, quoi. Ouais, du coup, moi, c'est Victor. Et je suis de Brest. Et du coup, là-bas, je milite dans l'AG Antifa. Déjà, je pense que j'étais agréablement surpris du level d'accord entre vous deux. Parce que je pense qu'il y a au moins un accord, et je pense qu'on peut partir sur ces bases-là, en fait, que le fascisme, c'est le projet d'utiliser une partie de la société contre une autre pour l'exterminer. Donc déjà, si on part de ces bases-là, je pense qu'on part de bonnes bases de compréhension commune, quoi. Et du coup, la vraie question, j'ai l'impression, qui nous sépare, c'est est-ce que la bourgeoisie, sans rupture fondamentale dans la société, mais dans un petit à petit, peut arriver aux mêmes conséquences, aux mêmes résultats, c'est-à-dire l'extermination d'une partie de la société, mais sans utiliser une autre partie de la société pour faire ça. Pour moi, c'est ça un peu le nœud de la question, quoi. Et du coup, si on pense que oui, je ne sais pas comment vous pensez ça, parce que par exemple, le 10 septembre, Macron, il a mis tous les flics qu'il avait. Hein. Et alors certes, on s'est fait un peu démonter la gueule, mais le soir même, on était en AG pour savoir où est-ce qu'on allait bloquer le lendemain, quoi. Et en vrai, la bourgeoisie, avec les moyens actuels, elle ne peut pas arriver à ça. Et donc ça, c'est quand même le truc fondamental, quoi. C'est le truc du mouvement de masse. Et si on pense que non, dans ce cas, que la bourgeoisie, elle ne peut pas faire autant, pourquoi on utilise le mot fascisation ? Je sais pas, Enfin, je capte pas, quoi. Parce que, pour moi, on entretient une confusion sur qu'est-ce qui est fasciste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour moi, pourquoi c'est un peu grave, cette confusion ? C'est que déjà, on ne lutte pas de la même manière contre les uns et les autres. Enfin, moi, je pense que je lutte pas de la même manière contre une bande de CRS et une bande de fachos, ou des fans de Bardella, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Je pense que, par exemple, on ne gagnera jamais au level militaire contre des flics parce qu'ils ont des armes et pas nous. Mais je pense qu'il faut tabasser les faves pour autant, quoi. Et l'autre problème, c'est que si on pense que tout le monde est fasciste, parce que c'est un peu ça la conclusion de ça, c'est tout le monde est fasciste, hein, mais à un certain level. Il y en a qui sont plus fascistes. Mais du coup, si tout le monde est fasciste, du coup, personne ne l'est. Et t'as beaucoup de mal aujourd'hui à mobiliser des gens contre le RN, contre Conquête, contre les organisations fascistes. On se mobilise contre les idées fascistes, les idées racistes, mais à raison et tout. Mais du coup, quand est-ce qu'on se mobilise contre les organisations fascistes ? Et en tout cas, moi, je vois dans mon activisme qu'on arrive à faire des putains de trucs trop stylés, on arrive à faire des... Je sais pas, là, on a un festival antifasciste à Brest qui dure 1 mois et demi, c'est vraiment trop stylé, tous les jours, il y a des trucs presque. Et puis, la semaine dernière, t'as le RN qui fait son truc des municipales, on arrive à mobiliser personne. Demain, t'as Reconquête qui fait une discussion publique, et on galère,
parce qu'on n'arrive pas à identifier c'est qui les ennemis, quoi. Et on est bien d'accord que Macron, c'est un ennemi de classe. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que les termes du débat, c'est absolument pas ça. Mais il faut qu'on capte le danger que représenterait le RN Reconquête et le fascisme dans son expression de mouvement de masse par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Oui, merci. Moi, c'est Farid du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Merci pour le propos introductif, même si j'ai l'impression que j'ai pas tout capté, mais effectivement, il y a un peu référence au fascisme en 1933. Aujourd'hui, on est en 2026, mais hier, c'était l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est vrai que la figure principale où avance l'offensive, c'est sur l'islamophobie. Mais je vais essayer de quand même reprendre à partir de ce qui est, me semble à moi, des priorités, un peu de survie. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un ennemi prioritaire qui est tout de suite, qui est par exemple mon rapport à la police. Pour moi, mon rapport à la police, il est pour moi dangereux parce que on le sait, on est quelques-uns ici à avoir dû subir voilà, tout au long de sa trajectoire de vie, un rapport extrêmement violent et par ailleurs qui s'est perpétré de génération en génération parce que je suis aussi algérien et que mes parents, mon père, ont combattu le colonialisme. Donc, ça pour dire que, bien sûr, le RN est un danger. Mais pour moi, c'est le danger immédiat et j'ai toujours, moi, crainte quand je croise la police en manifestation ou dans d'autres occasions qu'effectivement, je puisse faire l'objet d'une ratonnade, voire pire. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui ont 20 ans et j'ai peur aussi pour leur vie. Et l'ennemi prioritaire qui me vient, moi, c'est pas peut-être parce que aussi je suis en région parisienne et que c'est pas peut-être la même réalité en région parisienne, voilà. Mais pour moi, c'est d'abord la police. Voilà, je voulais juste dire ça et ça s'oppose pas. Hein, voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà. Et juste, je finirai par la nécessité, en effet, de faire bloc et d'articuler les différentes formes d'oppression que sont le colonialisme, que sont la guerre sociale, qu'est la guerre aussi quelque part raciale. Et c'est pour ça que nous, on organise le 12 à Ivry-sur-Seine un meeting justement pour tenter d'articuler, mais aussi pour avoir des pistes de débat, de réflexion et puis d'action. Moi, j'aimerais bien dire 2 petites choses. Déjà, un petit peu pour un peu continuer la réflexion là du camarade du FUQP sur la police. Moi, je trouve que donc moi, je suis Léon, je suis un camarade de Marseille, de la riposte antifasciste et de A2C Marseille. Et nous, à la riposte antifasciste, on a dû beaucoup se mettre devant un truc. C'est qu'est-ce qu'on fait de la police ? Et moi, je pense que dire que la police, elle est foncièrement raciste et qu'elle a un fonctionnement raciste, carrément. Et aussi dire qu'en son sein, il y a des organisations fascistes dans la police. Moi, je suis pour aussi. Je veux dire, les syndicats de police, ils vont aussi être dans une perspective fasciste. Par contre, le vaisseau amiral qui va diriger toutes ces énergies et toutes ces forces, ça reste quand même le RN. Et du coup, moi, ça m'amène à la deuxième chose, c'est que du coup, nous, à Marseille, on a lancé une grosse campagne depuis décembre, une contre-campagne en fait, anti-RN, antifasciste, antiraciste, et qui se fait sur un vrai front unique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire force en fait, et pouvoir rassembler le plus de monde possible. Et force est de constater que ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que Marine Le Pen, la semaine dernière, elle a voulu venir faire un meeting pour le lancement de campagne de Alizio, et on s'est retrouvé à 500 devant son meeting à enfariner tous les fachos qui essayaient de venir. Alors gueuler dessus, et parce que faut vraiment bien comprendre que là-bas,
le RN, c'est aussi genre vraiment la centrale où tu as Némésis qui ont une candidate, ils ont un candidat qui est proche du CRIF, un candidat qui est proche de Reconquête, un candidat qui est proche de leur groupuscule identitaire à Marseille, là, Marseille d'abord, et que vraiment, en fait, là, les voir en face à face, leur faire peur, leur faire tellement peur que du coup, ils étaient obligés de se presser pour rentrer dans leur petit bâtiment. Alors oui, on a fait face à la police et qui était genre là pour les protéger, mais ça, de toute façon, on le sait qu'ils vont les protéger. Et que moi, je doute pas que parmi la police, bah, il y en a plein, ils auraient préféré rentrer qu'être juste devant. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, on a permis de faire masse avec des organisations syndicales, des organisations politiques, et même Delogu, il était là à faire son live devant, et franchement, mais ça fait un vrai truc, un sentiment de puissance. Et vraiment, moi, je veux qu'on le retrouve, ce sentiment de puissance, où en fait, on est face à genre plus juste un truc qui fait peur, en fait. On se sent en puissance de pouvoir affronter les FAF et vraiment de leur montrer qu'en fait, bah non, ils vont pas venir faire leur meeting comme ils veulent, en fait. Non, s'il y en a qui veulent rentrer et qui vont mettre des boules puantes pour les emmerder, bon, on va le faire aussi, en fait. Si à un moment, genre les gens qui veulent aller accéder à ce lieu pour pas le meeting, mais en fait un truc qui était à côté, mais en fait ils se font enfariner aussi parce qu'en fait ils soutiennent aussi. Donc bon, voilà, nous on pense que le front c'est hyper cool. Let's go. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Adrien. Je suis militant à Nanterre dans une organisation étudiante à éthique musulmane, que je ne vais pas citer parce que je ne parle pas en son nom. Mais moi, je voulais revenir sur un point qui me paraît important quand on parle d'antifascisme, c'est de parler un peu des personnes qui sont ciblées par les fascistes. Donc, il y a eu une intervention qui a repris le caractère homophobe des fascistes. Il y a aussi du coup le caractère islamophobe que moi je voulais du coup évoquer avec vous ce soir, parce que il y a eu plusieurs événements qui sont intervenus récemment. Déjà, on a eu plusieurs personnes qui ont été tuées parce qu'elles étaient musulmanes. Jusque dans une mosquée, alors qu'un frère était en train d'apprendre à un terroriste comment prier, ce lâche l'a assassiné à coups de couteau. Et face à ça, la réaction, elle a été, je trouve, un peu trop timide, dans le sens où on a quand même un ministre de l'Intérieur et des cultes, je rappelle quand même qu'il est aussi ministre des cultes, ce brave garçon, qui a parlé d'attentats anti-islamistes. Donc, quand on connaît la bonne presse qu'ont les islamistes en France, on se doute bien de l'envie d'empathie qu'il voulait diffuser dans la population avec ces propos-là. Évidemment, ça nous a scandalisés, ça nous a outragés, et il y a eu une manifestation qui a eu lieu. Et là, patatras, il n'y avait quand même pas assez de monde compte tenu de la gravité de la situation. Donc moi, je voulais faire un appel, essayer d'en profiter de ce moment-là pour faire un appel à la gauche, mais aussi aux musulmanes et aux musulmans qui sont investis dans des mosquées, qui sont investis dans des associations musulmanes, qui sont investis dans la formation des jeunes et des moins jeunes, à se parler et à essayer de faire front commun contre les fascistes. Parce que tant qu'on est divisé, tant que la gauche, en fait, parce qu'il y a quand même, moi je ressens parfois un rejet de la gauche quand je dis que je suis musulman, et quand je dis que je veux un espace pour faire la prière, et quand je dis que je jeûne, et des fois on me regarde très bizarrement. Je vois des camarades en plus qui portent le voile, j'imagine vraiment la bravoure qu'il faut pour pouvoir aussi être confronté aux critiques. Et du coup, je lance quand même un appel à comprendre que, bah oui, en fait, quand on parle des personnes qui sont concernées, on peut parler des LGBT, on parle des femmes, mais on parle aussi des personnes musulmanes. Et donc, il faut s'unir. Et voilà. Et bah oui, moi un peu comme Victor, je suis agréablement surprise du niveau d'accord. Et en même temps, j'ai l'impression que, enfin, tout à l'heure quand tu disais en fait on pourrait dire danger fasciste et fascisation. Enfin, moi ce que j'entendais dans la manière dont tu traduisais la fascisation, finalement c'était juste la trajectoire normale du capitaliste en période de crise. Et du coup, pour parler un peu d'un autre truc, parce que là j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de ce que la théorie de la fascisation empêche comme mise en mouvement sur le danger, enfin pour bloquer les fascistes.
Mais moi, je trouve que ça fait aussi que du coup, les deux, enfin, c'est vrai, il y a une nécessité à faire les deux. Il y a une nécessité à s'affronter à la trajectoire de l'impérialisme parce que c'est la guerre qui nous attend et il n'y aura pas d'autre issue. Et on le sait, vraiment, il y a énormément de tâches et on voit bien que c'est la merde, le mouvement anti-impérialiste aujourd'hui. Et que cette tâche, elle est très importante, et aussi la tâche de faire face aux fascistes, et que, en fait, de vouloir faire un peu les deux en même temps, on fait ni l'une ni l'autre bien. Et que moi, c'est aussi un truc que je vois dans le sens inverse, en fait, c'est que, par exemple, les gens qui sont tentés par la théorie de la... Enfin, les gens qui portent la théorie de la fascisation, c'est aussi des gens, par exemple, qui vont voter la France insoumise à des moments, et c'est des choses qui ont été très portées, les théories de la fascisation, quand il y a eu justement l'idée de refaire un nouveau front populaire, avec cette base de... C'est le racisme qui fait que la fascisation, en effet... comment dire, c'est le racisme qui fait que le racisme des capitalistes qui fait le lit aux fascistes pour s'organiser et qui fait ce qu'on pourrait appeler un déjà-là fasciste, et que du coup, et surtout l'islamophobie, et que du coup fait que d'un coup Mélenchon peut incarner quelque chose d'une alternative comme il se positionne sur l'islamophobie, mais que du coup ça fait qu'il y a urgence à dire qu'en fait avec Mélenchon on n'ira pas au bout de la lutte antiraciste, et que la théorie de la fascisation elle permet pas non plus de discuter de ça, et en fait elle affaiblit les possibilités d'argumenter dans un sens révolutionnaire et dans un sens de défendre face aux fascistes dans la rue. Bon bref, voilà, j'ai deux exemples, mais j'ai fini, c'est ça Lou? Juste pour donner pour donner un exemple de ça, moi je me suis organisée, je m'appelle Juliette, je suis militante à Marseille dans le social, et dans le syndicalisme, et je me suis aussi organisée dans un comité de quartier antifasciste à Noailles, en Marseille, où vraiment le manque de services publics, à Noailles, il y a eu les effondrements, il y a des rafles racistes dans ce quartier-là. Et en fait, dans le comité de quartier antifasciste, comme c'était beaucoup la fascisation qui était dans la tête de mes camarades, ça fait qu'ils voulaient tout résoudre, les problèmes de toute la société capitaliste, dans ce comité de quartier antifasciste. Et d'un coup, on parlait plus de faire juste à minima une veille de facho, mais il fallait faire une campagne sur le logement, une campagne antiraciste, etc. Ce qu'on a mal fait. Et moi, je disais aux camarades, mais rejoignez des organisations révolutionnaires, on pourra se battre aussi avec les outils de la lutte des classes pour faire ça. Mais par contre, il y a un camarade qui s'est fait agresser par des fachos et des sionistes, il s'est fait péter la gueule et plus personne n'a réagi. Et à ce moment-là, tout le monde était épuisé. Bon, bref, voilà. Du coup, c'est juste pour dire que c'était vraiment un exemple d'affaiblir les deux, quoi. Moi, l'une des nuances que je voulais apporter, c'était sur la question d'organisation, dans le sens où je suis pas d'avis qu'il soit forcément nécessaire de mélanger, en fait, confondre les luttes les unes avec les autres, dans le sens où pour moi, tous les combats et toutes les divergences d'opinion ont tout à fait lieu d'être. Pour moi, la question si la gauche doit ne faire qu'un sur un plan, c'est surtout sur les problématiques qu'on va être amené à partager, et sur les luttes qu'on va avoir en commun, et pas du coup sur comment on va tomber absolument d'accord sur chacune des nuances dans lesquelles chacune des nuances dans lesquelles on peut retrouver des divergences de point de vue, en fait. Du coup, ça c'est un premier point que je trouvais intéressant d'évoquer. Et sinon, le deuxième point, c'était sur la question de la fascisation. Pour moi, l'un des fondements de ces processus-là, il va se trouver dans la manière dont on va manipuler la perception de la plupart des gens de ce que c'est qu'un mouvement fasciste, en essayant de désintellectualiser, décontextualiser des événements qui ont pu avoir lieu, en abrutissant les masses, en fait. Les processus de fascisation, pour moi, commencent surtout dans ce genre de contexte, auprès de jeunes enfants, et voilà. Pour moi, c'est pas des processus qui sont ni séparés de
de courants politiques plus au centre ou plus modérés. Au contraire, c'est des processus et des courants idéologiques rattachés qui sont complètement liés à des politiques plus au centre et plus à droite, notamment par le fait que du coup, c'est des politiques et des courants idéologiques qui vont pouvoir être utilisés, comme là ça va pouvoir être le cas, par ces mouvements plus au centre ou plus à droite, quoi, plutôt qu'aux extrêmes. Donc voilà, pour moi la question elle est vraiment de s'organiser, de mettre du sens dans nos luttes plutôt que simplement de chercher à faire semblant qu'on est tous d'accord ou qu'on a tous les mêmes combats. Voilà, mettre du sens, s'organiser, c'est vraiment une question primordiale pour moi. Bonsoir, merci pour cette discussion qui me semble super importante. Moi je pense l'un des éléments en fait centraux de la discussion, c'est comment est-ce qu'on ramène des gens dans la lutte antifasciste. Je pense que c'est ça au-delà de la question. Et en fait, la question pour moi de fascisation ou danger fasciste, parce qu'en fait, il y a effectivement des désaccords ou quoi, mais la question c'est stratégiquement, qu'est-ce qui marche le mieux pour amener des gens ? Quand on explique aux gens la lutte antifasciste, est-ce que c'est en le prenant du côté de la fascisation ou en se le prenant du côté du danger fasciste ? Et je trouve c'est bête, hein, c'est tout bête, mais fascisation, la montagne est immense. Parce que tout est fasciste. Et donc, même, là, si on parle du fascisme du RN jusqu'au PS, ça veut dire qu'il faut aller aussi désorganiser des meetings du PS, de LREM, de LR, la marche est énorme. On y arrivera, pardon, mais on n'est pas beaucoup dans la salle non plus, genre on n'y arrivera jamais. Non, mais c'est vrai. À un moment, il faut comprendre. Donc, concrètement, il faut qu'on se donne des objectifs politiques clairs. La fascisation, dans ce qu'elle a de tellement global, tellement globalisant, c'est la société de manière générale qui est en train de se fasciser. Je pense c'est un appel à l'inaction et d'une certaine manière à une forme de... du coup, c'est très facile en fait d'être contre le fascisme, parce qu'en fait, le fascisme, il est partout dans la société, et oui, on y est contre, mais qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre dame, c'est comme ça. Je trouve que quand on dit danger fasciste, on est beaucoup plus conséquent dans l'analyse politique pour ramener les gens, parce qu'on leur dit, vous voyez, là, par exemple, comme on l'a fait, effectivement, ça a été dit dans le 12e notamment, voilà, il y a le RN qui vient faire un meeting là dans le quartier, qu'est-ce qu'on fait ? Et les gens se bougent, en fait. Et si ça a été annulé dans le 12e, c'est parce qu'on a mis des affiches partout et qu'on allait appeler le patron du café et qu'au final, vu la pression, parce qu'il a dit qu'il ne savait pas, je pense qu'il savait, mais il a vu qu'il y avait des affiches partout et qu'il y avait au moins 70-80 personnes qui allaient arriver et il a fait mieux vaut l'annuler. Donc moi, je pense qu'en termes stratégiques, là, dans nos organisations, je pense que c'est ça qui marche le mieux. Il faut qu'on donne des objectifs politiques clairs aux gens, il faut qu'on leur dise, on va se pointer à tel... Mais en fait, genre, matériel, on va à telle heure, à tel point, à tel marché, et on s'organise, on traque, voilà. Je pense que ça, c'est important. Et je voulais juste faire un tout petit truc très rapide sur la police. Justement, la police, c'est aussi un enjeu compliqué dans ce sens-là, parce que, en fait, si on considère que la police est fasciste, alors il faut qu'on soit beaucoup plus conséquent aussi. Si la police est fasciste, alors il faut aller comme ils font avec ICE aux États-Unis. Vous voyez, dès qu'il y a des ICE quelque part, ils sont en train de faire du sbeul partout. Moi, je pense que l'un des choses, là, il y a Alliance, par exemple, du coup, un syndicat d'extrême droite qui a des mots d'ordre fascistes, un syndicat policier qui organise plein de rassemblements citoyens partout en France ce week-end, là, 31 janvier. Pas demain, mais je veux dire le week-end d'après. Moi, je pense que ça, c'est une cible du mouvement antifasciste qui est concrète et qui est précise. Et que pour moi, il faudrait qu'on s'organise sur ces questions-là. Pour moi, ça, c'est un lieu d'organisation pour faire le lien entre la question de la police et la question du fascisme. Mais dire la police est fasciste de manière générale, à nouveau, ça décourage. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la police ? Militairement, on n'est pas armé par rapport à ça. Donc voilà, il faut se beuler, aller ensuite. Ouais, bonjour. Moi, j'avais un truc qui m'a un peu marqué, c'est de mettre en rapport, avoir un peu abondé sur le lien entre la décomposition des classes moyennes, qui était un peu un truc qui explique en partie aussi pourquoi dans les années 20 et 30 il y a eu besoin d'un mouvement de masse fasciste, et qu'aujourd'hui, par les transformations aussi des États, le gonflement du pouvoir exécutif, des pouvoirs militaires, les instances supranationales qui sont hors attente par les pouvoirs législatifs nationaux, etc. L'oligarchie n'a pas forcément au moins besoin d'un tel mouvement des masses pour occuper les législatives ou l'exécutif, etc. Et qu'aujourd'hui, en ce sens, j'ai l'impression que la riposte
autoritaire et réactionnaire au sein des classes moyennes en décomposition, elle s'est fait plutôt par le biais idéologique, par les lobbies, par la formation des cadres fascistes, etc. Mais que aussi, en général, j'ai l'impression que moi, je suis pas entièrement d'accord avec l'affirmation que le fascisme, c'est le pari de la classe dominante, au sens où le pari de la classe dominante, c'est l'État autoritaire, et la solution fasciste, c'est la plus vénère dans toutes les possibles variantes. Et qu'en ce sens, je me demande stratégiquement, parce qu'on a discuté un peu de tactique, soit une tactique défensive de front uni antifasciste, soit des trucs plus précis d'empêcher des rassemblements ici et là. Mais stratégiquement, qu'est-ce qu'on a à opposer à l'État autoritaire? Parce que c'est là où les alliances, tout ce qui fait des sacrifices à l'indépendance politique de la classe, il fait défaut face au programme d'État autoritaire. Et en ce sens, je me demandais c'est quoi stratégiquement ce qui était opposé au pari politique et en ce sens, je crois qu'il y a, par exemple, c'est un truc qui se passe aussi à échelle au moins européenne, et que je sais pas, par exemple, le 31 janvier, il y a une manif à Turin pour récupérer un lieu à Scatasun, un squat qu'il y avait là-bas. Il y a une grande mobilisation là-bas. À Bilbao et à Pamplune, il y a des grandes manifestations antifascistes appelées par les communistes. Et qu'en ce sens, comment on avance des pas, des positions internationales autour de l'actualisation du débat stratégique communiste par rapport à tous les autres détachements. En Allemagne, à la manifestation pour Luxembourg et Liebknecht il y a 2 semaines. Comment relancer les débats stratégiques autour de la question antifasciste? Merci, c'est à toi Denis. Et juste, comme j'ai pas mal de personnes inscrites pendant la prise de parole de Denis, je vais prendre un tour de clôture pour noter Enfin voilà, je prends vos dernières interventions sur le tour de parole de Denis. Je pense que la théorie, les concepts, c'est quelque chose d'important. On ne refuse pas du tout ça. Mais ça n'a une importance que si ça sert à quelque chose. Si ça sert à mieux comprendre ce qui se passe et surtout si ça sert à lutter. Et ça doit être ça le test des concepts. Et de ce point de vue-là, moi franchement, à quoi ça sert? À quoi ça sert la fascisation? En quoi ça nous est utile? En quoi ça nous éclaire? En quoi ça clarifie comment est-ce qu'on doit se battre? Et franchement, un premier signe du problème avec la fascisation, c'est qu'en ce moment, c'est putain de populaire. N'importe quelle lutte, je vais dans une lutte, le texte d'appel, il va y avoir le mot fascisation à un moment ou un autre dedans. J'ai participé à des réunions unitaires pour les mobilisations et les manifestations après la mort d'Aboubacar Cissé, l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée, lutte contre l'islamophobie, fascisation. J'ai juste dit, je ne suis pas tellement d'accord avec... Tout le monde était ultra étonné. Quoi? On peut ne pas être d'accord avec le terme fascisation. Si vous prenez Vanina parlait sur le Venezuela, Trump, fascisation. Tout le monde est d'accord. De Sophie Binet, de la CGT, de la LDH, tout le monde est d'accord. Le Parti socialiste, maintenant, c'est super populaire, fascisation. Tout le monde pense fascisation. Et il y a un moment où, quand il y a des politiques tellement différentes, en général, et dans la lutte contre le fascisme, mais qui reprennent le même concept, on peut se dire que le concept, il ne sert à rien. Parce qu'il justifie tout, en réalité. Donc, il est tellement confus qu'il justifie tout. Tu peux avoir une version de fascisation. Les 2 camarades qui ont lancé le terme concept, relancer le concept de fascisation, c'est Hugo Paletta et toi, Saïd, en réalité, sur des bases un petit peu différentes, et qui étaient là au départ, qui étaient des gens qui disaient il va falloir se battre contre le fascisme, à un moment où ça, c'était pas très populaire. Mais sauf que le problème, c'est que c'est devenu populaire, incroyablement. Pourquoi même réécrire quelque chose sur la fascisation? Tout le monde est d'accord avec le concept de fascisation, tellement ça sert à rien. Et si on regarde, non mais de poser la question, si vous regardez historiquement, ces concepts-là, ils sont venus de théoriciens. Il me reste 1 minute, c'est ça? Bon, je ne vais pas avoir tellement le temps. Bon, bref, en tout cas, ce sera intéressant de regarder parce que les théoriciens, que ce soit dans les années 70, Poulantzas que reprend Hugo Paletta, ou que ce soit la 3e internationale, c'était des analyses de Boukharine, et ben les 2 ont écrit exactement la même chose. Ont écrit
qui donnaient naissance à la fascisation à des périodes où ils ne parlaient pas de fascisme. Donc une période, ils parlaient de fascisation, une période, ils n'en parlaient pas, mais c'était la même théorie qu'ils développaient. Donc encore une fois, à quoi ça sert en termes explicatifs et en termes de lutte, ce terme de fascisation? Et je finis sur un truc. Danger fasciste, c'est clair. Là, il y a un débat. Est-ce que le fascisme peut arriver au pouvoir? Je ne parle pas de Mélanie, je ne parle pas de Marine Le Pen, un régime fasciste. Est-ce qu'un régime fasciste peut s'instaurer sans un mouvement de masse fasciste? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la spécificité du fascisme, c'est une mobilisation active de masse pour détruire toute capacité de résistance et notamment le mouvement ouvrier? Si on est d'accord sur ça, alors la spécificité de la stratégie antifasciste, c'est détruire la possibilité de construction de ce mouvement de masse, avec tous ceux et celles qui ont intérêt à s'unir. Moi, je suis pour, sur un marché, le Parti socialiste, qui a une unité avec le Parti socialiste pour aller péter les militants du RN qui viennent, etc. S'ils sont d'accord pour le faire, venez le faire avec nous. Mais par contre, à côté de ça, dans la lutte contre le capitalisme, par contre, il faut clarifier que ce ne sera pas avec le PS. Du coup, je sais pas si je vais parler de fascisation après ça, mais je voulais juste rapidement parler de la loi fin de vie. En fait, j'ai l'impression qu'au-delà des groupes antivalidistes, j'en entends pas tant que ça parler dans la gauche, mais en fait, ça m'inquiète beaucoup que beaucoup de personnes de gauche soient pour cette loi sans se rendre compte des implications qu'elle a. Donc, en fait, on est en train de dire que on autorise les personnes à mourir, mais sans leur donner les moyens de vivre une vie digne. Et en fait, on véhicule de plus en plus l'idée que certaines vies n'ont pas de valeur et que certaines personnes seraient mieux mortes. Et concernée en tant que personne handicapée également, en fait, ça me fait peur que beaucoup de gens ne réagissent pas du tout à ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est parfois... Enfin, on n'en parle pas assez. Et, je sais pas, ça a quand même des précédents, vu l'histoire. Et voilà, c'était juste pour faire un petit rappel là-dessus. Je voudrais juste répondre à ce que disaient Victor et Denis pour revenir un peu au terme du débat. Déjà, merci à vous deux pour la clarification. Je pense qu'on était plusieurs à en avoir un peu besoin. Pour moi, le concept de fascisation, il peut quand même avoir un intérêt qui est de bien montrer que la classe dirigeante actuelle, symbolisée par Macron, mais en fait, que ce soit Renaissance, LR ou même le PS, désolé Denis, c'est des fascisateurs, dans le sens où ils ne sont pas fascistes eux-mêmes, mais ils créent les conditions d'épanouissement des organisations fascistes. Ils permettent l'accession au pouvoir des fascistes. Ils en sont le marchepied. Marchepied, c'est un terme qui est beaucoup revenu pour décrire ce qu'était Macron pour le RN. Et je pense que c'est effectivement, je pense que parler de fascisation, ça peut permettre d'éclairer ça, de montrer qu'il n'y a rien à attendre d'eux dans la lutte contre les fascistes. Et oui, il y a peut-être des membres du PS qui vont vouloir venir nous rejoindre si jamais il faut se taper avec les FAF. Mais le PS en tant que parti, jamais. Il n'y a rien à en attendre, à mon avis. Et je voulais poser une question, je ne sais plus où il est, mais le camarade qui a enfariné des fachos. Yes. Comme disait quelqu'un d'autre, la question stratégique, c'est comment est-ce qu'on ramène des gens. Et il y a eu beaucoup de remarques sur le fait que c'était compliqué de mobiliser dans ce genre de situation. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur comment vous avez fait pour mobiliser autant? Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce débat. Moi, je suis militante à A2C à Marseille, mais je suis aussi à la CGT. Et juste pour rappeler, à A2C, on n'est pas juste une organisation antifasciste, et bien évidemment qu'on est une organisation révolutionnaire. Et du coup, notre but, c'est aussi de construire le rapport de force avec la classe dirigeante dans son ensemble. Mais je pense qu'effectivement, il faut revenir au débat aussi. Je pense que l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que si
en fait, si la classe dirigeante, à un moment, elle se dirige vers le fascisme, pourquoi elle se dirige vers le fascisme si elle lui offre pas une vraie solution? Et que c'est vrai qu'à A2C, nous, on pense que le changement qualitatif qu'elle offre, c'est le mouvement de masse. Donc ça, je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à continuer à débattre pour se mettre vraiment d'accord sur ce point-là. Et moi aussi, en dehors du FIQP, je pense qu'il y a beaucoup d'orgas qui disent « Ouais, mais on n'en est pas là. On n'en est pas à une organisation de masse du Rassemblement national par en bas, d'une milice, du RN qui irait taper sur les piquets de grève et tout. » Ouais, bon, du coup, ça veut dire quoi? On attend d'en être là. Enfin, si c'est ce qu'il faut débattre, c'est un peu limite parce que du coup, on en est là et du coup, on est dans la merde. Du coup, il faut se préparer quand même. Et je pense que l'enjeu, discuter avec vous, les camarades, c'est aussi de faire le front et de construire cette stratégie ensemble. Et je pense qu'il ne faut pas que... Enfin, moi, j'ai l'impression que cet enjeu de construire ce terme de fascisation, c'est de se dire que si on dit fascisme dans des fascistes, on va plus s'attaquer à la racine du fascisme qui est le capitalisme. Et je pense que nous, ce qu'on dit, et je pense que c'est ça qu'il faut répondre sur l'articulation qu'on pense entre les luttes révolutionnaires et les luttes antifascistes. C'est que nous, on pense qu'effectivement, le capitalisme en temps de crise, c'est la merde de fou, c'est la guerre, c'est des génocides, et c'est pour ça que je suis révolutionnaire. Mais pour l'instant, on est peu à être révolutionnaire. Et je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, le front unique contre le fascisme, c'est aussi un endroit où on peut aller convaincre, et je pense que c'était la partie de Vanina aussi, le fait qu'en fait, c'est dans le front contre le fascisme qu'on peut aussi aller convaincre de nos idées révolutionnaires, et on peut attirer beaucoup de monde. Pourquoi on peut attirer beaucoup de monde? Parce qu'en fait, on va être meilleurs, les camarades, dans le front unique pour lutter contre le fascisme. Parce que les réformistes, dans le front unique, ils disent quoi? Ils disent « Faites le NFP ». Derrière, c'est quoi le NFP? C'est le renforcement du RN. Et nous, quand on est dans le front unique contre le fascisme, on dit « Il va falloir lutter par en bas, avec les militants de base, contre les fascistes partout où ils sont ». Et c'est comme ça qu'on fait reculer le fascisme. Et je pense que c'est en ça que derrière, on peut récupérer, non pas les directions du PS, mais les militants de base qui sont convaincus que quand même, il ne faudrait pas qu'il y ait le RN au pouvoir. Et c'est en ça qu'on va réussir à faire grossir nos rangs des révolutionnaires. Et je pense que c'est l'enjeu aussi. Et que je pense que, par exemple, sur la question de la police, pour revenir aussi à la prise de parole du camarade, en fait, moi, je pense que, par exemple, la lutte antifasciste, ça peut politiser les gens sur la police. Et sur parce que pour aujourd'hui, ceux qui se prennent la police et qui comprennent le niveau de violence de la police, effectivement, aujourd'hui, c'est les personnes des quartiers populaires, c'est les personnes LGBT. Mais par contre, allez à un rassemblement antifa et vous verrez que la police, elle soutient les fascistes. Et que là-dedans, quand tu vas dans un rassemblement antifasciste aujourd'hui, tu te fais taper par la police. Et que c'est dans ça qu'on va pouvoir construire l'unité pour lutter contre le fascisme et pour lutter contre le capitalisme. Bonjour, merci beaucoup pour ce débat. Moi, c'est Maxime, je suis à A2C Rennes et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Campagne Ouverte et Solidaire, qui est un collectif antifasciste en milieu rural, et d'une assemblée aussi des indignés qui continuent par chez nous. Et chez moi, en fait, la question, elle se pose pas trop comme ce soir, elle se pose carrément de est-ce qu'on peut parler de danger fasciste? Et du coup, je pense que c'est très important de parler aussi de la caractérisation de la fascisation ou du danger fasciste. Mais nous, on part encore plus loin parce qu'il n'y a pas de culture antifasciste et du coup, il y a du mal à parler de l'extrême droite comme un danger fasciste. Et du coup, il y a du mal aussi à réagir contre eux. Mais je vais quand même parler d'une lutte qu'on a menée assez récemment et qui a été victorieuse. On a eu un banquet du canon français qui devait s'organiser à Pierry-sur-Seiche dans mon village et qui est du coup financé par Pierre-Édouard Stérin et qui est en gros un banquet nationaliste qui dit ouais, on va se rassembler autour de nos traditions et en fait plus on creuse, plus on voit que c'est pas mal de militants d'extrême droite qui y vont, que c'est financé par Stérin, etc. Et du coup, nous, pour se mobiliser, on a dû se poser la question de comment on construit un antifascisme large et populaire. Et du coup, il y avait beaucoup ce truc de aller vers les gens, discuter de qu'est-ce que c'est l'extrême droite, qu'est-ce que c'est le fascisme, etc. Mais oui, ce qui nous a permis de lutter contre le canon français, c'était aussi de comprendre qu'est-ce qui rassemble le Rassemblement national et les fachos. Et je trouve qu'il y en a assez peu parlé dans l'introduction. C'est la centralité du racisme dans la construction de l'idéologie fasciste. Parce que pour moi, c'est super important parce que si on n'avait pas
réussi à identifier le racisme comme clé dans la construction de l'idéologie fasciste, eh ben, on n'aurait pas réussi à lutter contre le canon français et contre les idées nationalistes qui cherchent à diffuser dans leur banquet. Et comprendre ça aussi, ça nous aide aussi à argumenter face à, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la coordination rurale, qui est un syndicat agricole et qui a des relents nationalistes très forts et qui sont très en lien avec les cadres du RN. Et ben, je pense qu'on ne peut pas juste dire « Ah, c'est des fachos, on va pas parler avec eux ». Je pense que c'est plus fin que ça et qu'on doit se battre contre les arguments nationalistes qui portent par rapport au Mercosur, qui sont des accords de libre-échange, par rapport à... Ils ont fait une banderole « Les blindés dans les cités ». Pas dans nos fermes. Enfin, je pense que oui, c'est chaud, mais je pense qu'il faut débattre avec eux et je pense que la question du racisme, elle est centrale pour positionner les gens. Voilà. Bah, j'ai fini. Bonsoir tout le monde. Moi je suis Émile, je suis aussi autonomie de classe et j'ai été militant 2 ans dernièrement dans un collectif antifasciste à Paris. Et j'aimerais revenir sur le fait que du coup, Saïd et Vanina, vous êtes tous les deux dit que vous étiez d'accord sur beaucoup de choses. Moi, dans le groupe qui était à côté de moi, j'entendais aussi que le clivage n'était pas nécessairement perçu. On se disait ça aussi avec Eliane. Moi, j'aimerais quand même rappeler que si vous êtes d'accord, je pense que c'est parce que vous êtes marxiste et révolutionnaire, mais quand même, l'emphase de vos propos, vous avez mis l'emphase sur des choses très différentes. Saïd a fait un exposé qui était super sur la toile de fond. Vanina, tu as beaucoup insisté sur le danger spécifique des organisations fascistes. Et je pense que ces 2 différentes analyses, aujourd'hui, elles se voient beaucoup dans la manière de mettre en pratique ces analyses, dans les stratégies qui en découlent, etc. Tu as des collectifs antifascistes ou des organisations de lutte syndicales, féministes, etc., qui vont parler de la fascisation, et du coup, pour être antifasciste, il faut se battre contre la toile de fond. Nous, je pense que ce qu'on défend, ce que Vanina a défendu, c'est que pour être antifasciste, il faut se battre contre les organisations fascistes. Quand tu te bats contre la toile de fond, j'ai l'impression que c'est un peu le truc d'une course de vitesse. Ok, on va essayer de faire l'alternative à gauche, la révolution ou la FI au pouvoir avant les fachos. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on reste dans cette optique-là de course de vitesse, on va perdre. Parce qu'un militant fasciste en plus dans les rangs d'une organisation fasciste, c'est un militant en moins, une militante en moins chez nous. Parce que les fachos, plus ils se construisent, plus ils vont faire peur. Aujourd'hui, tu as des villes en France, tu peux pas chanter un truc de gauchiste dans un bar, tu te fais péter la gueule 3 mètres après. C'est ce qui est arrivé à Brest, je sais pas si c'est encore le cas, et j'espère que ce sera plus le cas dans les prochains temps, mais il y a des gens que je connais. Je pense que c'est aussi le cas dans d'autres villes, à Lyon, à Nantes, etc. L'année dernière, il s'est passé un truc à Paris, avec le collectif dont j'ai fait partie, on a essayé d'organiser une contre-manifestation à quelque chose qui s'appelle le comité 9 mai, qui est un défilé de néo-nazis dans Paris. La réponse de la gauche unie autour du concept de fascisation, ça a été de proposer un village de discussion. Le village, on va reconstruire l'alternative à gauche, on va discuter à 5 km de la manif des nazis, on laisse aussi défiler. Merci. Mais en fait, ce qui va se passer si on reste dans ces trucs-là de on fait la course de vitesse, on va pas attaquer les fachos, dans 2 ans, les 1100 fachos qui ont défilé là cette année au comité 9 mai, ils sont 3 fois plus, ils vont attaquer le village, on va tous être dans la merde. C'est ce qui va on va perdre la course de vitesse. Aujourd'hui, on a une chance, moi je suis d'accord avec la camarade du début, sur l'optimisme. On a eu des années de lutte mais explosives, antiracistes, antifascistes, etc. On est beaucoup plus qu'eux. C'est le moment où il faut les attaquer. Et si on les attaque pas avant eux, juste on va tout perdre, quoi. Donc voilà. Moi, je suis Kim, je suis militante féministe et je suis aussi à autonomie de classe à Rennes. Et du coup, moi, je ne suis pas spécifiquement engagée dans un collectif antifasciste. Et du coup, mon approche du terme fascisation, c'est l'usage qui en est fait par mes camarades majoritairement féministes. Et parfois, entre les concepts et ce qui nous intéresse, c'est pas tellement... moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce que les gens ils ont imaginé quand ils ont fondé un concept ou quand ils l'ont élaboré, c'est quel est l'usage réel qui en est fait par les militants et militantes dans la vie de tous les jours et à quel type d'action ça les mène. Et clairement, moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que l'utilisation du terme fascisation, c'est un peu ce qu'expliquait aussi Denis, c'est une manière... c'est comme si, en fait, aujourd'hui, pour décrire l'horreur de la situation dans laquelle on est, dire
ce qu'elle est, c'est-à-dire l'horreur du capitalisme, la barbarie qu'est le capitalisme, c'était pas suffisant. Et que du coup, on utilisait ce terme fascisation qui emprunte directement à tout l'imaginaire de ce que c'est le fascisme. Et je pense que, heureusement, encore beaucoup de gens ont en tête ce que ça veut dire, le fascisme. Et donc, c'est un peu ce que disait Victor, quoi. C'est que c'est une manière de venir nommer un certain degré plus avancé ou plus terrible de la trajectoire du capital, en fait, de comment le capitalisme, il nous mène droit à la barbarie. Mais pas de surprise, c'est son projet de départ. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un autre mot pour dire quelque chose qui est dit depuis toujours dans l'histoire, et que peut-être que c'est intéressant au contraire de repousser d'autres mots, de redire à quel point le capitalisme, c'est un projet de barbarie. Et ce système, il ne nous mènera qu'à des situations de guerre et de mort pour tous et toutes. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport au terme fascisation que j'observe autour de moi et qui me fait peur aussi, c'est que j'ai la sensation que quelque part, la fascisation, le terme fascisation et son implication dans la tête des gens concrètement, finalement, ça conduit à produire une forme de normalisation du RN. Ce que je veux dire par là, c'est que puisque tout est une histoire de degrés et qu'il y a cette histoire de continuum, alors évidemment, le RN, c'est les pires, mais ça a été dit plusieurs fois dans la salle ce soir, il y a quand même tout un tas de sales connards autour, quoi. Et ces gens-là, ils font partie du bloc fasciste. Et du coup, quelque part, ça voudrait bien dire, et pour moi, c'est ça le danger, c'est de dire qu'il n'y a pas de rupture qualitative entre la barbarie du capitalisme et le projet fasciste. Et si vraiment il y a toute une frange de notre classe organisée qui pense ça, c'est sûr qu'on va droit dans le mur. C'est ce que disait Émile avant, c'est qu'en fait, on va perdre la vitesse de la course de vitesse, et on va la perdre vraiment, ça va être brutal en fait pour les gens. Si aujourd'hui c'est la fascisation, ce que ce sera le fascisme demain, je pense que notre classe et la partie organisée de notre classe n'est pas du tout prête à y faire face. Et donc je pense que quelque part, ça joue le jeu de la dédiabolisation, et que c'est ça en partie ça qui est terrible. Bonsoir à toutes et tous. En fait, je suis aussi dans la même démarche de me dire une théorie, ça sert à agir. Et c'est aussi par ça qu'on arrive à la juger. Alors après, dans le mot fascisation, il y a ce que Saïd a présenté ce soir. Il y a ce que d'autres gens comme Hugo Paletta vont avancer. Et puis il y a ce qu'on retrouve dans les directions de la CGT, le PS, etc. Et qui ne sont pas forcément les mêmes choses. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a deux écueils dans lesquels on tombe. Quand on est en train, sur base de cette théorie qui au final est en fait extrêmement vague de la fascisation. C'est que ou bien on se dit, on a tellement peur de cette fascisation, on a tellement peur du fait que justement il y a une partie des classes dirigeantes qui peut prendre l'option fasciste, que on va aller vers le conservatisme total. C'est-à-dire on ne veut rien déstabiliser. Et l'image de ça, c'est aujourd'hui le PS qui s'accroche à le corps nu, c'est la direction de la CGT qui s'accroche au PS et qui au final fait que les organisations de notre classe sont en train d'essayer de sortir Macron de sa merde. Et ça va super mal se passer. Et on l'a vu historiquement. C'était la stratégie des syndicats et du SPD en Allemagne juste avant Hitler. Et l'autre écueil dans lequel on peut tomber, c'est de se dire, puisque la fascisation en réalité, c'est le capitalisme, etc., être d'accord sur le fait de combattre le capitalisme, c'est-à-dire être révolutionnaire, est un prérequis pour se battre contre les fachos. Et ça, c'est également grave, parce que ça réduit les luttes. Et moi, je pense que parce que je fais aussi partie des gens qui sont pessimistes et optimistes en même temps, comme je pense tous les militants et les militantes. Moi, je reviens sur la séquence de la dissolution de l'Assemblée nationale il y a 1 an et demi. On a vu le potentiel d'un vrai mouvement antifasciste. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient dans les rues spontanément pour dire « on ne veut pas du RN ». Alors parmi ces gens-là, il y avait des gens qui étaient d'accord avec la théorie de la fascisation, il y avait des gens qui étaient d'accord avec l'autre partie de la théorie de la fascisation, il y avait des gens qui étaient des révolutionnaires, et la plupart des gens, en réalité, ne s'étaient pas encore fait une idée fixe
sur la question, mais étaient d'accord qu'il faut s'assembler et lutter contre les fachos. Et c'est ça le plus important. Et qu'ont fait nos directions? Elles ont pris ce truc de l'unité la plus large contre les fascistes et l'ont dirigé vers un truc par en haut. L'unité avec les directions. Et ça, c'était le jeu de tous. On va rediriger tout ça vers les élections. Tout cet enthousiasme, etc., spontané qu'on a vu de centaines de milliers de personnes qui constituent une base incroyable pour un énorme mouvement antifasciste, on va l'emmener vers les élections. Et juste après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Une démobilisation totale. Et donc la question, c'est unir le plus largement possible, sans poser de prérequis idéologiques, à part « je veux me battre contre les fachos », mais le faire par en bas. C'est-à-dire le faire aussi à partir des cadres qui existent, de continuer à les construire. Parce que le potentiel, il est là. Moi, je me souviens à la fois dans les énormes manifestations, mais aussi sur mon lieu de travail. Nous, la CGT, on a fait des tracts contre les fachos. Franchement, ça partait beaucoup mieux que les tracts où on disait on veut des augmentations de 5% de salaire. Bien sûr, et les RH étaient beaucoup plus vénères contre nous parce qu'on faisait de la politique sur le lieu de travail. Pour moi, il est là le potentiel. C'est que chaque endroit devienne un endroit antifasciste, mais sur une base extrêmement large et sur une base par en bas. C'est ça les deux conditions, c'est par en bas et massif. Donc il reste encore 3 dernières prises de parole. Bon, en même temps, bonsoir. En même temps, moi, je vais être très très court. En fait, moi, une des choses qui, je pense, nous bloque, ou peut nous bloquer fortement, ou nous induire en erreur, nous amener sur le mauvais chemin, c'est en fait justement le terme fascisme, dans le sens où je le remets pas en cause, je le nie pas, bien sûr. Mais je pense que trop souvent, on peut être nombreux à imaginer le retour du fascisme avec l'image des années 30-40 et de s'imaginer un nouveau Mussolini, un nouveau Hitler, un nouveau Franco, un nouveau ce que vous voulez. Mais pour moi, il ne faut vraiment pas s'attendre à revoir un fascisme tel qu'on nous l'a dépeint et que le fascisme aujourd'hui prendra une toute autre forme qu'il a déjà commencé à prendre, qui s'est déjà instillé un petit peu partout. Où la société française, parce que bon, c'est sûrement celle que je connais le mieux et la seule, s'est habituée déjà à la fascisation. Et déjà dans la fascisation, certes pas de la même intensité que par le passé, mais on ne retrouvera jamais la même intensité, ou du moins pas la même forme d'intensité. Ce sera une autre forme qu'elle aura, elle pourrait être tout aussi violente, tout aussi meurtrière, mais elle aura des autres habits, comme je crois que c'est Hugo Paletta qui avait dit ça, ils ne seront pas en costume militaire, ils seront en costume cravate. Mais dans le fond, ce sera la même chose. La forme change, mais le fond reste là. Et donc, on s'est habitué, nous, au fascisme, avec la politique qui a été menée depuis des décennies dans les quartiers populaires, sans que jamais personne s'y oppose réellement, à part les quartiers populaires, sur le racisme institutionnalisé qui s'est installé dans les quartiers populaires et qu'on a laissé faire et qu'on a laissé banaliser, qui a été fait pareil dans nos colonies actuelles, les dom-toms, enfin voilà, toutes nos colonies, qui derrière s'est étendu aux gilets jaunes, puisqu'ils se sont rendus compte que ça marchait bien dans les quartiers, ça marchait bien dans les dom-toms. Ils l'ont fait avec les gilets jaunes, ça a choqué un peu au début, et puis après, au final, voilà, ça s'est installé et ça a continué, et ça a fini... ça a fini par s'habituer. Et on peut parler aussi des lois asile-immigration, on peut parler de la loi séparatisme, et qui tout ça sont pour moi des pierres de fascisation qui sont déjà là, des germes qui ont déjà poussé. Alors, c'est peut-être pas encore la forêt, la grande forêt des années 30, mais on a déjà quand même un beau bosquet, une belle forêt, et le reste est en train de pousser. Et au fond, bon, voilà. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se méprenne sur le fascisme. C'est que le fascisme, pour moi, est déjà là. Et surtout, il ne reprendra pas les habits d'avant. Et donc, voilà, ne pas se laisser enfermer dans le terme fascisme parce qu'on a tous une image du fascisme qui peut nous limiter et qui nous donne une vision travestie de la réalité, je pense.
Yes, justement, j'allais revenir un peu là-dessus, sur la question, parce que là, il y a un truc que je trouve trop bien ce soir, c'est que j'ai l'impression qu'on est à peu près tous et toutes d'accord qu'il y a un danger fasciste. Et c'est pourtant pas une évidence, quoi, parce que même dans le mouvement ouvrier, il y a beaucoup de gens qui considèrent que, non, pour les raisons qui ont été évoquées, bon, le RN, on n'est plus dans les années 30, il n'y a plus de gens qui marchent au pas de loi avec des chemises, etc. Et là, j'ai l'impression que ce soir, il y a quand même un espèce d'accord que, si, il y a le risque d'un mouvement de masse, ou comme le disait le camarade tout à l'heure, d'une partie de la population qui va en écraser une autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas juste les flics, la justice et l'État contre nous, mais les flics, l'État et la justice, plus des dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui s'attelleront à mettre en place le programme raciste dans la rue. Allez, pardon, moi c'est Manu, je viens de Saint-Brieuc, je fais partie d'A2C, je suis un peu stressé, et je fais partie du Front commun antifasciste des Côtes d'Armor. Et je voulais dire quoi ah oui, c'est que le RN, c'est un expert en taquilla, en dissimulation. Genre, dès le départ, ils font de l'entrisme. Franchement, c'est genre les frères musulmans, ils devraient trop apprendre du RN, ils sont trop forts. Alors, leur projet, c'est de faire croire qu'ils sont pas fascistes depuis le départ. Je vais pas lister les exemples, je pense que beaucoup de gens sont convaincus de ça, donc je vais plutôt avancer sur d'autres points, mais parce que genre, le projet fasciste, il est toujours là. Le projet du RN, il est toujours fasciste. Il y a toujours le projet de mise en mouvement des masses, même s'ils se rendent bien compte que pour le moment, c'est pas possible. Ils peuvent pas appeler à la violence directement dans les rues de là maintenant tout de suite. Pourtant, il y a des signaux qui sont là, que le mouvement de masse, il est toujours possible à portée de main. On parlait de la coordination rurale tout à l'heure. Coordination rurale, c'est 15 000 membres. À Brest, il y a eu une attaque d'un bar qui a été menée notamment par des ultras de Brest. Un certain ultras de certains clubs de foot, ça représente un certain nombre de personnes qui sont mettables en mouvement rapidement. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui parlent de les néo-nazis. C'est fini déjà? Une minute, c'est une dizaine de milliers de personnes. Bon voilà, il y a tout un tas de petits chiffres. On parle du syndicat Alliance et tout à l'heure, mais je pense aussi ce qu'il faut avoir en tête, c'est c'est un concept que j'ai forgé pendant la discussion. Je vous le partage. C'est le fascisme à la demande. Et en gros, tu vois, il y avait la vidéo à la demande. Là, c'est le fascisme à la demande. Trump, il a pas dit directement allez attaquer le Capitole. Tu vois, il envoie un petit signal et les gens vont attaquer. Marine Le Pen, quand elle pointe une étudiante musulmane en disant qu'elle était un peu trop radicale ou je sais pas quoi, donc elle a été relaxée là, donc ces derniers jours par rapport à ça. Donc elle a pas dit directement allez harceler cette étudiante musulmane. Pourtant, elle s'est pris un torrent de mer de harcèlement. En gros, c'est un peu ce à quoi il faut s'attendre. C'est que les chefs fascistes donnent des signaux en désignant les populations à cibler et que les gens dans la rue, sans structure nécessairement, aillent mettre ce projet à exécution. J'avais encore plein de trucs à dire, mais ce sera pour une autre fois. Moi, je voulais faire une dernière toute petite interve pour répondre aux camarades qui disaient ouais, super, vous avez enfariné les fachos, mais vous avez fait comment pour en arriver à ce résultat-là, d'être 500 et tout et tout. Il y a peut-être un truc très évident qui peut paraître évident, c'est massifier l'antifascisme, faire que ce soit pas une lutte spécifique à un petit groupe genre de spécialistes, presque une élite antifasciste. Faire en sorte que, par exemple, quand vous proposez de la veille, vous proposez de faire des ateliers collectifs de veille pour comprendre comment on fait pour chercher des informations sur les fachos de ton quartier. Des trucs très simples. Et après, en fait, tu proposes de faire une AG. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on dit, qu'on argumente qu'il va y avoir les municipales, que c'est un moment de poétisation, que c'est un moment où le RN va recruter. Tu convaincs sur ça. Et en fait, ça les gens, ils captent. Et en fait, tu cadres une AG en disant voilà, maintenant on va faire une AG anti-RN. C'est ça le cadre de l'AG. Le cadre de l'AG, c'est leur empêcher de s'implanter, de se développer, d'à nouveau s'organiser. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens, ils sont hyper chauds. Ils vont organiser un contre-tractage sur un lieu qui est jamais tracté par nous. Et du coup, très bien, ils vont faire un contre-tractage. Et après, il y en a qui disent ok, il y avait eu l'initiative des comités de quartier antifascistes. Super, on va relancer des comités de quartier antifascistes, vu que ça avait quand même bien fonctionné sur certains endroits. Et donc, du coup, en fait, tu fais tous les 15 jours une AG, et en fait, il y a toujours autant de monde. Et en fait, tu fixes des objectifs clairs. Ouais, pas de RN dans nos quartiers. C'est tout. Je vais passer la parole à Saïd, du coup, pour conclure. Oui, ça ne sera pas pour conclure, ça sera pour ouvrir. D'abord, vous féliciter.
sur votre degré d'unité idéologique. Mais aussi m'interroger sur l'intérêt de faire un débat où 30 intervenants réinsistent sur les mêmes arguments. C'est-à-dire que, si je dis ça, c'est en toute amitié, en réalité. Hein. Faites attention à l'entre-soi. Que vous le vouliez ou non, le mot fascisation parle à une partie des militants, et je ne parle pas des militants qui, aujourd'hui, utilisent ce concept pour justifier, on va dire, des politiques de renoncement à un certain nombre de combats. On ne peut pas se débarrasser d'un débat en le caricaturant. Il y a des conceptions différentes du terme fascisation. Ça n'est pas en disant ce terme-là ne sert à rien que vous allez régler le débat. Il faut affronter ce débat particulier qui est que dans des périodes de crise d'hégémonie, la classe dominante se divise entre ceux qui disent « je peux gérer la colère sociale et la mater sans appeler les fascistes en empruntant leurs méthodes, en empruntant un certain nombre de choses », et une autre partie qui dit « j'ai besoin d'un pouvoir terroriste ». Et en plus, il y a un lien dialectique entre les deux. Bien entendu que si une partie de la classe dominante va faire appel aux fascistes, c'est que les fascistes peuvent encadrer une partie des masses. Et donc, ils offrent un service. En réalité, le fascisme émerge lorsqu'il y a l'offre de fascisme qui, elle, est transversale. Elle n'a jamais cessé, l'offre de fascisme. Des groupuscules fascistes qui étaient dans l'idée de rééditer la prise du pouvoir par les fascistes ont toujours existé. Mais il n'y avait pas de demande en face. Il n'y avait pas de demande du côté de la classe dominante. Aujourd'hui, une partie de la classe dominante dit « ces groupes qui ont grossi peuvent m'intéresser ». Et donc la question qui nous est posée, ça n'est pas d'amalgamer tous ceux qui parlent de fascisation, c'est de regarder justement, parmi eux, qui relie la fascisation à l'existence d'un réel danger fasciste et qui utilise le terme de fascisation pour masquer l'existence d'un danger fasciste. Et pour moi, la base d'un front, ça n'est pas ceux qui utilisent fascisation ou danger fasciste, c'est ceux qui partent du constat que oui, les conditions de possibilité du fascisme se réunissent aujourd'hui à une vitesse grand V. Après, les débats vont continuer. Et ce n'est pas parce qu'on souligne les invariances d'un phénomène qu'on sous-estime les mutations. Ce n'est pas parce qu'on parle des continuités dans le processus qu'on est dans la négation de la rupture. Bien sûr, certains vont être là-dedans. Ils vont insister sur les continuités pour qu'on ne voit justement pas la rupture nécessaire. Mais moi, je n'ai jamais dit ça, hein, et je n'ai jamais écrit ça. Et donc, la question qui nous est posée, c'est de ne pas nous tromper dans le débat. Un débat trop abstrait sur ces questions-là est un débat qui va nous diviser, qui va diviser des gens qui devraient être ensemble. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été sensible à tel ou à certains de vos arguments, mais ça renvoie à la précision dans nos mots. Et puis, dernière dimension, je l'ai abordé tout à l'heure, mais je le redis parce que du coup, je suis un peu plus inquiet. Parce que je pense que sur un certain nombre de combats, je suis assez proche de thèses que vous développez depuis longtemps. Bien, je pense qu'il y a un débat qui est le lien avec l'impérialisme qui a été très très peu abordé. Et ça, très franchement, c'est une inquiétude énorme pour moi. Parce que nous sommes dans un pays impérialiste. Nous sommes historiquement dans un pays où le mouvement ouvrier a complètement sous-estimé l'anti-impérialisme, l'a marginalisé, l'a mis au second plan, et ne pas mettre au centre de l'analyse du fascisme aujourd'hui la question de la crise de l'impérialisme français et la question des difficultés qu'il a pour se réimposer, je pense que ça peut nous conduire à des erreurs d'analyse et de pratique. Si vous voulez unifier le peuple de ce pays dans toutes ses composantes, et en particulier les composantes qui sont issues de la colonisation, il va falloir remettre l'impérialisme dans l'articulation avec le fascisme et non pas les poser comme deux débats qui se juxtaposent. Nous, juste pour finir, là-dessus, si vous avez envie de discuter avec des camarades d'Adossé, comme il y en a plein qui ont pris la parole, vous voyez qui c'est. N'hésitez pas, il y a une table dans l'entrée, vous pourrez, il y a nos revues,
la dernière revue qui est sortie aujourd'hui, la revue numéro 20, qui aborde un peu tout ce qu'on porte stratégiquement, justement un peu sur, entre autres sur cette question du fascisme, mais aussi la suite aux attaques, à l'agression impérialiste commise par Trump sur le Venezuela. Voilà, et si vous avez trouvé qu'un peu ce cadre de débat il est intéressant, la date c'est pas pour tout de suite, mais on organise la 2e édition du festival Boussole. Ça sera à Paris, on n'a pas encore de lieu définitif, mais ça sera les 23, 24 et 25 mai. Voilà, donc si vous voulez déjà noter la date et venir participer. Et voilà, je crois que j'ai fini. Ouais, vas-y. Deux informations. C'est juste pour vous inviter à deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, Farid en a parlé tout à l'heure, c'est le 12 février. On a un large meeting panafricain qui regroupe toutes les de nombreuses associations racisées et anti-impérialistes sur justement l'articulation anti-impérialisme, fascisme et fascisation. Et c'est à Ivry, à Saint-Laurent-Robespierre. Et le 20 février, mais je n'ai pas encore la salle, ça sera à Paris, on organise un grand meeting également sur le thème « Plus jamais le PS », comme quoi on peut utiliser le terme fascisation et ne pas avoir d'illusions sur les soi-disant fronts.